J'ai fait 3 ans de marketing à l'université. Pas une seule seconde on m'a parlé de ça. Pour moi, il y a une différence de mindset et d'entourage. C'est-à-dire les Américains, pour eux, faire 1 million par mois, c'est une étape. Pour les Français, oh, t'es le GOAT. Une créa winneuse peut rapporter 700 000 € ou 1 million de chiffre d'affaires, juste une seule créa. Parce que Sur le marché français, t'as un produit, tu peux faire par mois 500K juste avec Meta. La weakness qu'ont les gens, c'est qu'ils sont pas bons en marketing et ils stagnent. Beaucoup de personnes voient les vidéos YouTube. J'ai essayé le dropshipping pendant 7 jours. Et c'est pas un business pendant 7 jours. On s'est entouré de personnes qui font des journées à 1 million par jour. C'est ça le secret numéro 1, c'est juste de... J'ai fait du 20KD avec ça. Tu penses qu'on pourra mettre le produit... Bien sûr. Ça, je sais pas si je devrais le dire ici parce que ça va donner un gros glitch, une grosse avance à tous ceux qui apprennent. Mais ce que je propose, c'est qu'on fasse pas d'intro. On va vous partager tout ce que les autres vous partagent pas en e-com. On va vous partager ici. Le but, c'est un peu d'élever la qualité du marché français. On trouve qu'il y a trop peu d'informations de qualité sur le marché français par rapport au marché anglophone. On aimerait élever justement ce niveau, partager sans filtre exactement ce qui a marché pour nous. Parce que les trois, on fait que du e-com. C'est le plus gros de notre business. Derrière, on a envie de repartager, donc c'est pour ça qu'on a ouvert ce podcast. Et aujourd'hui, on a invité notre ami Gabor. On va faire bref. On sait que les présentations, des fois, dans les interviews, c'est trop long. En tout cas, moi, ça me casse les couilles. Donc, on va faire bref. Tu vas aller à l'essentiel. Tout ce que les gens veulent savoir, tu vas le dire. Et puis, on va continuer comme ça, sur cette lancée, tout du long du podcast. Ok, alors moi c'est Gabor, je fais du business en ligne depuis à peu près 5 ans maintenant, principalement du e-commerce. Excuse-moi, je te coupe. Yes. La question que tout le monde veut savoir, combien t'as fait en e-com seulement? Ok. Chiffre d'affaires. J'ai fait 20 millions de chiffre d'affaires en e-commerce depuis 2019. Ok, parfait. Brièvement, si tu peux nous parler de qu'est-ce qui t'a permis de faire ces 20 millions? C'était des marques, c'était du drop. Qu'est-ce que t'as fait pour faire 20 millions en e-com? Alors, on va dire qu'il y a eu un peu deux axes. Il y a eu l'axe principal qui a été toujours le dropshipping. Donc, ça veut dire de lancer des produits et de constamment aller chercher des nouveaux produits, des winners. Un autre axe qui a été des marques. Donc, ça veut dire des produits qu'on a brandés, auxquels on a apporté toute une image de marque pour justement les développer et s'installer comme étant les premiums du marché. Donc là, Gabor, là, on est en plein Q4. On va également arriver en Q5. C'est quoi 2-3 astuces que tu peux donner aux personnes qui nous suivent avec ton expérience en e-commerce? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent en tirer un maximum ce Q4 et ce Q5 en e-commerce pour faire le plus possible et essayer de faire 20 millions de chiffre d'affaires comme tu l'as fait? Premièrement, ce que j'aurais envie de dire, c'est que le Q4, c'est évidemment la meilleure période de l'année pour se lancer. Parce que logiquement, c'est à cette période-là que les gens en fait dépensent le plus. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent pour eux et en même temps, ils dépensent pour les autres, pour offrir, pour des cadeaux. Donc, c'est une époque où les gens ont beaucoup de facilité à dépenser. Qu'est-ce que je conseillerais aux gens? C'est aux gens qui ne se sont pas lancés, je leur conseillerais de saisir en fait cette opportunité et de se lancer. Donc, s'ils veulent aller plus vite, ils prennent une formation avec un coaching, un accompagnement, quelque chose qui va vraiment leur faire passer par des raccourcis. Ils peuvent aussi le faire tout seuls, sauf que ça va leur prendre plus de temps, parce qu'évidemment, quand on veut trouver l'information par soi-même, c'est possible, mais ça prend plus de temps. Il faut savoir trier le vrai du faux, etc. Pour les débutants, je dirais ça. Premièrement, quelque chose de très logique, mais que tout le monde ne fait pas, c'est que je prendrai toutes les meilleures créas qui marchent le mieux, et je prendrai les meilleures landing pages qui marchent le mieux, et je les branderai en mode Black November, en mode Black Friday. Donc ça, c'est déjà très important, parce que les gens ont besoin d'avoir une raison pour acheter quelque chose à un certain moment. Donc, ça veut dire que si on stipule qu'il y a une offre, on stipule que c'est le moment ou jamais, les gens, en fait, ils vont être plus enclins à acheter parce qu'ils vont se dire « Ah, ok, c'est Black November, c'est le moment d'acheter. Ah, ok, c'est Black Friday ou c'est Early Black Friday. » Et je dirais premièrement ça. Le marketing, surtout comme on le fait nous, qui passe par les réseaux sociaux, qui passe par ce genre de plateforme, c'est quelque chose de très visuel. C'est-à-dire qu'on va donner envie aux gens d'essayer notre produit, d'acheter notre produit, premièrement par tout ce qui est visuel et aussi tout ce qui est audio. Et du coup, ce qui est important, c'est de pouvoir, à un certain moment, lorsqu'on a fait un testing de produit et qui fonctionne, de commander le produit et de pouvoir justement créer ses propres créas. Et si ce n'est pas encore fait pour ces gens-là, ce que je leur conseillerais, c'est de s'amuser à commander le produit, soit de trouver quelqu'un, un membre de leur famille, ou une copine, une amie, ou alors un homme, ou si c'est des hommes ou des femmes, de le faire eux-mêmes, et de créer leur propre contenu. Un conseil que je donnerais aux gens, c'est le produit que vous êtes en train de vendre, peut-être que vous êtes en train de le vendre à vous êtes en train de le scaler à 1-2K day, commandez le produit, faites vos propres visus et créez des animations en mode Q4. C'est-à-dire, par exemple, prenez je sais pas, faites une action un peu folle devant la caméra avec des confettis noirs et blancs, jetez-les au-dessus de votre produit et dites « Off Black Friday » comme hook.
Ça, déjà, ça va attirer les gens et ça va donner un sens aux gens, en fait, d'aller acheter le produit. C'est juste, en fait, ce genre de détails que je donnerais. Après, il y a plein d'autres choses que je pourrais donner comme conseils, mais toujours, ce qui est compliqué de donner des conseils généraux, c'est En fait, t'auras ceux qui n'ont pas de produit winner et que là, ils sont encore je dois trouver des produits winner. Ceux qui ont des marques et qui vont venir capitaliser sur ça. Donc, je pourrais donner des générales pour ceux qui n'ont pas de produit winner, ceux qui ont des marques. ceux qui n'ont pas de produit winner. Les gars, repartez en recherche produit, mais faites des recherches produits intelligentes. Donc, utilisez des bons sites de spy, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, ce qui a toujours le mieux marché pour moi en termes de recherche produit, c'est la technique à l'ancienne. C'est un VPN aux US. Vous allez scroller sur vos différents réseaux et vous allez simplement aller sur la page produit, aller au checkout, faire comme si vous achetiez le produit. Et ensuite de ça, vous allez être targeté par beaucoup de publicité. Donc moi, la première chose à faire, ça peut être un peu chiant, c'est peut-être pas instinctif pour certaines personnes. Mettez un VPN, faites en sorte que vos réseaux sociaux soient aux États-Unis et commencez à aller analyser chaque pub qu'on vous envoie et donner à l'algorithme des raisons de vous envoyer des produits qui peuvent se vendre en e-commerce. Et ça, pour moi, c'est la base des bases. Après, on peut utiliser des outils de spy des fois pour gagner du temps, mais les plus gros winners que j'ai trouvés, c'est en me faisant targeter par des pubs. Et les plus gros winners que la plupart des gens autour de moi ont trouvé, c'est exactement de cette façon-là. Nico, on pourrait brainstormer un peu sur recherche produit en condensé, tes meilleures techniques. Alors, pour rebondir ce que Gabor a dit, pour la recherche passive de produits ou active, si on est tout le temps sur le fil d'actualité, moi, je trouve énormément de winners sur Instagram dans les stories, quand je les passe une à l'autre, il y a des ads. Et un petit hack que je peux donner déjà, c'est d'utiliser Foreplay. Et quand vous avez un compte payant chez Foreplay, en fait, on peut activer que on envoie les ads par DM à Foreplay et ça va nous les sauvegarder sur Foreplay. Et ça, C'est game du coup, changer. j'ai une librairie sur Foreplay d'ads que je vois qui sont en tendance. Sinon, mes stratégies pour trouver un produit à fort potentiel, j'utilise la stratégie aussi d'ajouter les produits, aller jusqu'au checkout, etc. Comme ça, Facebook voit que je suis un acheteur actif et m'envoie gratuitement sans que j'ai à penser des produits. Ben, il m'envoie des produits. Sinon, j'utilise beaucoup la librairie Facebook. C'est quelque chose de très sous-coté. On trouve absolument tout. Parce que même en Europe, on voit le nombre d'impressions qu'à chaque publicité. Ça signifie, impression, c'est une ad a été vue par exemple par 10 personnes, ben, il y a 10 impressions. Et du coup, on peut voir si la créative a scalé. Alors que parfois, avec l'autre stratégie, on voit sur notre fil d'actualité, on ne voit pas forcément s'il y a beaucoup d'attractions. On voit les likes, mais des fois, on n'est pas sûr. Donc, la librairie Facebook, avec les bons mots-clés, ce que je ferais si vraiment je suis en recherche de produits, je demande à ChatGPT, donne-moi les niches les plus grosses en e-commerce, celles où il y a le plus de personnes qui sont dessus, ce qui signifie qu'il y a le plus de demandes. Ensuite, par rapport à ces niches, donne-moi des produits dans ces niches-là qui se vendent bien. Donc, par exemple, beauté, ok, croissance de cheveux, etc. Croissance de cheveux. Je demande à ChatGPT, donne-moi un maximum de mots-clés parce que je suis dans une optique de recherche produit et plus spécifiquement dans la librairie Facebook. ChatGPT va me donner une liste de mots-clés pour rechercher. Je vais mettre ces mots-clés un par un sur la librairie Facebook, en français, en anglais, en espagnol, etc. Et je vais essayer de trouver des personnes qui ont beaucoup d'impressions et qui spendent en ce moment beaucoup. Et ça va me donner une indication que ce produit-là, il est tendance. Et ça, c'est une très bonne recherche parce qu'en fait, avec la librairie Facebook, on voit ce qui fonctionne maintenant. Alors qu'avec les logiciels de spy, de mon expérience, comme AdSpy, Minea, etc., c'est toujours un peu en retard. C'est-à-dire, la campagne, elle peut avoir 10 000 likes, mais en fait, elle l'a depuis genre un mois. Parce qu'ils mettent à jour trop lentement. Et ça, on le voit, par exemple, on va sur AdSpy, on presse sur une ad qui, sur AdSpy, c'est noté 100 likes. On l'ouvre sur le vrai Facebook, et ben en fait, il y a 1000 likes. Et du coup, en fait, c'est trop en retard. Donc, moi, je me base surtout sur la librairie Facebook ou la stratégie de Gabor pour trouver les produits. Et ensuite, bien évidemment, il y a l'analyse concurrentielle. Mais là, je parle de rechercher des produits. Et pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'en fait, la base que je viens de vous dire, c'est de rechercher avec ChatGPT les plus grosses niches. Et du coup, vous n'allez pas faire d'erreur à essayer de lancer des choses dans la niche, dans des niches très, très, très petites. Et quand on débute, c'est mieux de lancer quelque chose d'un peu plus concurrentiel que
pas mal de personnes font. Et là, vous êtes sûr de faire vos premières ventes. Ça, c'est mon conseil 100%. que je peux donner. Mais ce qui est intéressant aussi, justement, par rapport aux mots-clés, et ça, c'est quelque chose que je faisais pas avant, et maintenant, je le fais en fait sur les outils de Spy, c'est qu'on sait tous ici qu'une vente, elle est déclenchée souvent par de l'émotion. C'est émotionnel, une vente. Et en fait, tu prends que des termes émotionnels et tu vas les chercher comme mots-clés dans les apps de Spy. Par exemple, cute, par exemple, pain, par exemple, ce genre de mots en fait qui développent une émotion chez la personne qui les lit. Et en fait, tu vas pouvoir trouver plein de produits qui actuellement sont en train de générer des émotions chez les acheteurs. Et j'ai trouvé pas mal de produits comme ça ces derniers temps. Et c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. Et c'est top. Et après, j'ai une dernière technique que je fais souvent. Et ça, c'est le nombre d'années qui parle. Mais malheureusement, je ne pourrais pas en parler dans ce podcast. Je vous en parlerai en off. T'es sûr de ça? Ouais, Parce il faut que... le dire ici. Il faut le dire. Il faut le dire ici. Bon, une de mes techniques principales, et ça, là je balance de l'or, mais il y a des gens qui le font, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très, on va dire, structurés par rapport à cette méthode. Moi, depuis les années, j'ai des banques de données de sites généralistes qui lancent entre 5 à 10 produits par jour. En fait, le but de cette stratégie, c'est d'aller utiliser le travail des gens pour pouvoir personnellement ensuite en profiter. Parce qu'une boutique qui est actuellement sur SimilarWeb, tu vois qu'elle a 60K visites, 100K visites et qui est en train de balancer beaucoup de produits, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. C'est des gens qui savent qu'on lance un produit de cette façon, qui savent analyser les trends, qui savent aller rechercher des produits, sinon ils ne seraient pas à ce nombre de visiteurs. Parce que personne sur cette terre dépense de l'argent en pub si ce n'est pas rentable. En tout cas, pas au niveau d'arriver à 100K visites sur SimilarWeb. Donc, c'est que chaque fois que je suis dans ma recherche produit et que je trouve des sites comme ça, je vais les mettre dans une banque de données où je vais les classer par niche. Et ensuite de ça, lorsque je repars dans une recherche produit chaque semaine, je vais aller analyser quels sont les produits qu'ils ont lancés et je vais aller faire une analyse ensuite avec, comme tu disais, tout ce qui est une analyse marketing, des différents angles, des différentes choses, des différentes datas qu'on peut aller collecter. Du marché aussi. Marché et tout ça. Je vais justement aller faire mon analyse plus approfondie. Voilà. Ouais, je faisais ça aussi. Et tu as un site qui s'appelle ComaFeed, je ne sais pas si vous connaissez. Ça permet de voir en direct dès qu'il sort une nouvelle fiche. Tu peux voir sa fiche directement. Ça fiche produit ou Ça ça fiche fiche produit. des ads? Tout ce qui, ouais, tout sa fiche de produit. Et du coup, comme ça, tu peux direct voir, ok, lui, il est bon, il sort des nouveaux produits, ok, il a sorti ce produit-là, tu vas venir checker, voir si ce produit prend, puis comme ça, au tout départ, tu seras le premier. C'est excellent. Après, moi, si je peux partager un tip, après, la plupart des gens connaissent déjà pas mal de méthodes pour recherche produit, mais si je dois donner un truc un peu différent et qui marche, c'est plutôt en optique de marque, si vous voulez créer une marque, ça serait de faire un post. Ça, je sais que quasiment personne ne le fait. Je pense que je vais être un des premiers à partager cette méthode. Vous faites un post sur Upwork, vous allez venir rechercher un vidéo éditeur bon, qui coûte assez cher. Comme ça, vous allez trouver tous des vidéo éditeurs qui travaillent déjà avec des marques et vous allez venir lui demander de mettre une bonne description de post et vous allez venir lui demander de remplir un Google Form. Et dans le Google Form, vous allez venir lui demander de mettre ses meilleurs travaux, c'est-à-dire idéalement des ads qui ont mieux marché récemment. Et comme ça, lui, en fait, il va venir montrer avec qui il a travaillé, les meilleurs ads qu'il a fait récemment. Et là, vous allez voir souvent des marques, des fois des marques en Suède, des marques en Allemagne, qui, je sais que sont peu connus. Je sais que des fois, on n'en a jamais entendu parler, on ne les a jamais vus sur les outils de Spy. Et c'est là que j'ai trouvé en fait des produits, des marques qui tournent à bon budget, peut-être sur le marché suédois, alors que ça n'a jamais été lancé en Suède, ça n'a jamais été lancé en Allemagne, aux US, en France. Et c'est là que tu as des idées, des fois, juste à venir importer. C'est juste que lui, il a fait sa marque, il a un truc quali, il a voulu engager un vidéo éditeur quali. C'est des marques qui font du bon résultat, mais qui n'ont jamais été importées en France, ni même aux US. Et ça, c'est le petit tips. Et puis après, comme ça, tu as une base de données avec plein de créas qui ont été faites par un vidéo éditeur bon, qui coûte cher. Et ça, ce tips-là, on peut le faire avec des creative stratégistes aussi. Vous faites un post de creative stratégiste, vous lui demandez des travaux, avec quelle marque il a travaillé, et ça peut donner plein d'idées de marques à succès. Pour Upwork, tu peux aussi booster ton post pour avoir plus de portée. Donc, moi, je fais ça sur tous mes posts classiques. Donc, ça peut aussi aider. Et aussi de le faire dans toutes les langues. Ah ouais, donc, tu pourrais faire ça en allemand, en français, en anglais. Comme ça, tu as des winners allemands, tu vois. Ah ouais, ça peut être intéressant. Ok, autre tips pour le Q4. Donc, pour ceux qui n'ont pas de produit, là, on a donné quelques tips actionnables. Pour ceux qui ont une marque et qui veulent faire le meilleur Q4,
Moi, si je pourrais donner quelques conseils, bon, là, ça va être trop tard, mais idéalement, il faudrait construire une liste VIP. C'est un peu trop tard, mais de faire une campagne lead. En fait, les générations de leads, c'est pas un secret. Ça fonctionne très bien parce que si on a des bonnes créatives, si on a des bonnes stratégies avec Meta, on peut avoir des leads pour pas cher. Et puis après, derrière, pendant Black Friday, c'est le bon moment en fait, pour leur dire écoutez, il y a une offre incroyable, il faut acheter. Donc en fait, on peut faire des chiffres stratosphériques avec ça, mais il faut le mettre en avance. Au moment où vous voyez votre podcast, idéalement, il faudrait faire votre génération de leads au plus tard. Le plus tôt possible, c'est mieux, parce que là, les coûts publicitaires vont augmenter. Donc une semaine avant le Black Friday, c'est déjà trop tard. Mais ça aurait été le tips que j'aurais donné. Je suis désolé si ça va frustrer, mais comme ça, vous saurez pour l'année prochaine, pour d'autres périodes de l'année. T'entends quoi exactement par génération de leads? Ouais, génération de C'est-à-dire, leads. tu fais une campagne génération de leads sur Facebook. Tu rediriges sur une landing page dédiée pour générer des leads. C'est que tu vas leur dire voilà les meilleures offres de l'année. Tu les fais acheter ou comment? Non, tu les fais pas acheter. Tu les fais s'inscrire sur une liste. Okay. C'est comme un drop en fait. C'est comme un drop, exactement. Et tu as la méthode sur Meta. C'est-à-dire sur Meta, tu peux faire des formes très directes. C'est qu'ils restent sur Meta et ils peuvent rentrer leur information. Et là, tu peux même montrer des... C'est-à-dire, tu peux dire, OK, les meilleures ventes de l'année pour la niche, je sais pas, la niche... je sais pas, tu dis le nom de ta niche. Ensuite, ils remplissent leur information. Tu peux même mettre du social proof, c'est-à-dire montrer des témoignages Trustpilot de ta marque, etc. Et les gens vont venir s'inscrire à la liste. Et après, derrière, tu auras une campagne d'email, SMS, qui va venir travailler cette liste. C'est-à-dire présenter ta marque, les teaser, leur dire ok, ça sera l'offre la plus folle qui a jamais existé. Et en plus, comme c'est le Black Friday, c'est justifié. Mais ça, tu peux le faire n'importe quand. Tu peux créer une anniversaire, une offre d'anniversaire et le faire en mois de janvier. Peu importe. Mais le principe, génération de leads. Après, faire beaucoup de créa, des créas statiques, des vidéos, des animations. Nous, ce qui marche le mieux actuellement, là, parce qu'on est en train de faire une campagne génération de leads, c'est une vidéo type le fondateur. C'est-à-dire le fondateur, les images de la marque, pour que les gens achètent au niveau de la marque et non pas juste que pour le prix. Donc là, c'est celle qui marche le mieux. C'est-à-dire on présente le fondateur et on dit que là, pour Black Friday, on va faire un truc de fou. Donc seulement pour les VIP, on va offrir des offres incroyables. Et là, c'est qu'on a le meilleur coût par lead. J'ai vu une vidéo, t'en parlais de ça, des vidéos fondateurs, etc. Le fondateur, c'est puissant. C'est puissant, ouais. On pourra en parler plus tard. Puis là, génération de leads. Donc ça, c'est le truc pour faire beaucoup d'argent avec l'email et SMS. Tu le fais que au Black Friday ou tu le fais aussi, disons, Q5, offre de nouvelle année, offre Halloween? Comment est-ce que tu t'en fais combien par année? Enfin, alors, t'en ferais combien par année là, on va mettre en place des stratégies pour le faire plusieurs fois dans l'année. Là, on l'a pas encore fait, donc d'habitude c'est juste pour le Black Friday, donc je peux pas parler sur les autres périodes de l'année, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Donc on va creuser, on va se former, on va regarder ce que font aux States. Les emails en général, tu dis c'est travailler puissant, plus avec les mails en génération de leads pour du e-com. C'est ce qui est très peu fait, mais c'est ce que nous on va commencer à mettre de plus en place. Mais tu sais, un déclic que j'ai eu dernièrement, c'est que j'ai été analyser les plans de Klaviyo. Okay, donc j'ai été comprendre qu'est-ce qu'ils facturent et comment ils facturent les choses. Parce qu'ils facturent en fait, il y a deux types. Tu as le nombre de personnes qui rentrent dans tes emails, donc les nouvelles personnes, les nouveaux profils, et le nombre d'emails qu'ils envoient par mois. Okay, et en fait, c'est-à-dire que si sur Klaviyo, tu n'utilises pas en fait le 100% de ton plan, tu peux te retrouver des fois à payer 4000 balles par mois Klaviyo, mais en fait, tu n'utilises que 10% de Klaviyo. Parce qu'en fait, Klaviyo, ce qui te permet, c'est d'envoyer, genre, je sais pas, à certains plans, genre 150 000 emails par mois. Mais si toi, tu n'utilises pas toute la puissance de Klaviyo et que tu ne fais pas vraiment, comme tu dis, des campagnes, des nouvelles offres, créer des offres de l'année, etc., eh ben, en fait, tu payes dans le vide, si on veut. Parce que c'est trop puissant, Klaviyo. Ouais, c'est et puissant. même à l'époque, sur des marques, il y avait, je crois, une newsletter ou genre des trucs comme ça qui partaient toutes les 2 semaines, quoi. Des gros événements. Donc je pense que c'est super important, quoi. Et là, par exemple, tes campagnes de leads actuelles, c'est à peu près combien de pourcentage comparé aux campagnes cold où tu vends en direct en mode Alors là, pour cette marque-là, c'est qu'on a mis en place, c'est la première année, donc on n'a pas encore d'historique. Donc on ne va pas dépenser 500K en leads. Je ne sais pas combien on va dépenser, ça va dépendre. On a fait des estimations, on s'est basé par rapport aux autres marques, par rapport à ce que nos mentors nous ont dit sur les résultats probables. En gros, en fait, c'est simplement, on va venir regarder le coût par leads. Donc, combien nous coûte un leads? Le taux de conversion estimé, on sera aux alentours de 8% au plus bas. Ensuite, on a notre panier moyen.
Et du coup, ça nous fait un calcul qui va pouvoir, ou c'est qu'on va pouvoir voir en fonction du coût par lead si on peut être rentable ou pas. Après, ce que beaucoup de marques, même à très haut niveau, oublient, c'est que quand tu génères une liste VIP pour le Black Friday, même si tu es break-even au Black Friday, tu as cette liste-là qui est À vie. à vie. Ouais. C'est-à-dire, après, tu peux les proposer Nouvel An, tu peux leur proposer toutes les autres offres que tu veux. Donc ça, il ne faut pas oublier que des fois, il faut voir plus loin que juste le Black Friday. Et j'ai répondu à ta question. Ouais, mais disons, tu as à peu près à combien de pourcentage, par exemple, le retargeting, à une époque, on disait, voilà, il faut spend 10% de notre ad spend, etc. Là, par exemple, tu spends combien de pourcentage comparé à... C'est hors. Ok. Là, pour l'instant... Tu peux augmenter, tu scales... Là, on vient de lancer, il n'y a pas si longtemps, on doit être à 1K, 2K de budget par jour Ok. sur cette génération de leads. Et on va augmenter simplement. Là, au départ, on a balancé beaucoup de créatives. On va regarder celles qui ont le mieux performé. Et du coup, l'algorithme va s'optimiser. Et puis, on va pouvoir dépenser plus. Mais ça ne sert à rien de dépenser direct beaucoup d'argent quand l'algorithme ne s'est pas encore optimisé, qu'on n'a pas encore trouvé les bonnes créas. Et au niveau des autres choses que je ferai maintenant, si vous êtes une marque, déjà, comme on l'a dit avant, de reprendre les meilleurs créatifs de l'année, juste mettre un bandeau Black Friday, ou voire limite changer le call to action. Ça, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux à tous les coups, parce que Facebook ou Meta aura de la data par rapport à votre créative. C'est-à-dire, si elle a marché tout du long de l'année, c'est sûr qu'elle va venir marcher durant le Q4. Donc, avec la bonne offre, ça va cartonner. Et de faire plus d'itérations que de nouveaux tests. C'est-à-dire, c'est plus le moment de tester. Là, on veut juste scaler. Donc, reprendre tous vos scripts qui ont marché, tous vos meilleurs créatifs qui ont marché, et venir faire juste des changements. C'est-à-dire, juste des changements au niveau du hook, au niveau du lead, c'est-à-dire ce qu'on trouve après le hook, sur des messages qui résonnent pendant cette période. C'est-à-dire, vous prenez vos meilleurs créas et simplement votre hook, votre hook va venir parler que ça peut être une idée de cadeau. Par exemple, une idée de cadeau pour une femme. C'est un produit pour une femme. Votre hook, c'est ça. Après, c'est votre créa. Ou ça peut être, ça va être le prix le plus bas qui est jamais proposé pour ce produit. Faites tous des angles, des messages par rapport à la période. C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je me souviens que tu m'avais parlé de cette marque qui vendait un produit justement pour les règles compliquées. Et en fait, ils visaient les hommes. Et en fait, ce qui peut être très intéressant pendant cette période des fêtes, c'est de faire des angles, des produits pour femmes, mais en ciblant les hommes. Exactement. Et ça peut être passionnant, parce que ça veut dire que vraiment toute une campagne va être orientée sur faites ce cadeau à votre femme, faites ce cadeau à votre mère, faites ce cadeau à votre sœur. Et là, on peut en fait se retrouver avec un angle qui, tout d'un coup, nous permet de spend 100-200K sur un angle, quoi. Ouais. Évidemment, il faut trouver des messages qui sont déjà prouvés. C'est-à-dire des messages qui sont déjà prouvés. Vous regardez sur Foreplay, vous regardez quels sont les messages de cadeaux qui marchent le mieux. Et moi, je peux vous dire, j'ai déjà vu, et nous, ce qu'on applique, c'est vous aimez votre mari, vous aimez votre femme, offrez-lui un cadeau à sa hauteur. Puissant. En fait, c'est puissant parce que Puissant. on va venir rajouter de l'émotionnel. Donc ça marche très bien. Vous aimez votre mari, s'il est unique, offrez-lui un produit unique. Vous introduisez votre produit. Même pendant le Black Friday, Black November, Black Week, etc., les hooks en mode le meilleur cadeau pour Marie, meilleur cadeau pour votre femme, ça fonctionne très bien. À ce moment-là, ça ne fonctionnera pas peut-être toute l'année, mais à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Et rien que le fait, comme tu as dit, de mettre une petite bannière de l'événement qu'il y a en ce moment, c'est vraiment une diff énormément. Moi, je me souviens, j'avais scalé à 50 KD des bots toutes simples. Je vais mettre d'ailleurs à l'écran l'image de la bot. Et en fait, toutes les journées des événements, on changeait les créas. Par exemple, il y avait le Black Friday, on mettait un petit bandeau Black Friday dès le début. On mettait dès le début et ça restait sur tout le long de la créa. Et le call to action, on mettait offre Black Friday, comme tu avais dit. Et quand c'était Cyber Monday, on avait mis Cyber Monday. Et ensuite Cyber Week. Et ensuite la nouvelle année, etc. Donc très fort ce que tu as dit. Vous faites Single Day? C'est quelque chose que vous allez marketer? Il passe de plus en plus. Chaque année, c'est de plus en plus connu. Donc ouais, nous, on le fait. Ouais. De plus en plus connu comme le French Days. Il y a quelques années, c'était pas connu en France. Là, maintenant, ça s'est quand même démocratisé. Quoi d'autre comme tips actionnables pour tips actionnables, j'ai... Pour ceux qui ont une marque. Ouais, une séquence d'emails. Donc, à quelle heure j'envoie mes mails, j'avais noté. Pour le Black Friday, plus spécifiquement. Donc, mes tips pour le Black Friday, je te rejoins sur les créatives, comme j'ai dit juste avant. Et sinon, un tips actionnable, c'est les emails qu'on envoie sur nos marques. Donc, par exemple, le jour du Black Friday, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on envoie le premier mail, pas le jour du Black Friday, mais genre 30 minutes avant, genre à 23h30, parce que le lendemain, tout le monde envoie les mails. Et on dit,
alors on peut parler d'une liste VIP, mais on peut aussi juste dire que demain, ce sera le Black Friday, etc. Soyez prêts pour bien acheter, ayez vos cartes bleues à côté de vous, etc. Et on envoie le lien de la boutique et beaucoup de personnes déjà achètent à ce moment-là. Donc ça, on a déjà une avance sur les concurrents. Early Black Friday, c'est ça. C'est ça. Ensuite, le matin, genre vers 8h, on peut dire que la journée commence le Black Friday, donc allez-y, c'est le moment, etc. Et là, il y a beaucoup de personnes qui achètent. Facebook voit qu'il y a beaucoup d'achats, du trafic, etc. Il aime ça, il va nous pousser dans la journée. Ensuite, on envoie un deuxième à 14h. Celui-là, on dit que c'est bientôt sold out, faut y aller, on est bientôt en épuisement des stocks. Celui-là fonctionne très bien à 14h. Et ensuite, à 21h, on envoie aussi un email lors du Black Friday et on dit, voilà, dans 2-3 heures, ça va être fini, dépêchez-vous, etc. Et du coup, c'est notre séquence d'emails qu'on fait, qu'on a aussi partagé sur ça lors du Black Friday, lors du mastermind qu'on a fait. Puis il y a aussi une chose qui est cool à faire lors du Black Friday. Donc déjà, pour les gens qui n'ont jamais eu de Black Friday, dans votre business manager, dans votre ad account, vous allez créer déjà une campagne exprès pour le Black Friday. Ça, c'est important. Et moi, ce que j'aime bien faire sur le site, c'est de mettre une commande sur 5 est remboursée pendant les 2 prochaines heures. Comme ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans les ad copy des ads et aussi quelque chose qu'on peut mettre en bannière sur le site internet. Et ça crée vraiment un espèce d'esprit un peu parieur comme ça où les gens ont envie du produit, commandent le produit et en même temps, ils ont une chance de se faire rembourser. Et évidemment, on rembourse vraiment les gens parce que ça fait partie aussi du jeu. On fait des gros chiffres au Black Friday, c'est aussi pour rendre. Donc voilà. Ça, Nous, on le fait, c'est une stratégie. On l'a jamais fait, mais on va le mettre en place en flash sales. C'est-à-dire, dans la journée, pour notre liste VIP, on va leur envoyer, pendant les 30 prochaines minutes, une commande sur 15. Nous, c'est sur 15. On a calculé, c'est plus avantageux pour nous. 15 sera remboursé. Et voilà, on le fait. Et parle-nous du surf scaling que tu vas faire pendant ce Black Friday, Mathéo, s'il te plaît. C'est vrai on n'en a pas parlé, mais surf scaling, pour moi, ça pourrait être fait n'importe quand, mais durant le Black Friday, c'est sûr qu'il faut mettre en place du surf scaling. Bon, toi, tu surf scale sur TikTok. Ok. Pas surf Meta. Meta, si, lors du Black Friday Q4, mais sinon, dans la période normale, pas tant que ça. Alors, expliquez à quelqu'un qui a jamais surfé comment on surfe, les gars, s'il vous plaît. En fait, il y a plein de méthodes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire pendant des journées, ça marche bien, de surfer sur la vague. C'est-à-dire d'augmenter le budget toutes les 2 heures. Je pense que pendant le Black Friday, on va augmenter toutes les heures. Combien 20%. Okay. En fait, ça dépend. Ça dépend si le ROS est vraiment bon. Idéalement, on augmente de 20%. Et si le ROS est vraiment bon, on peut doubler, tripler. Ça dépend. Et là, ce qu'on va faire, on va augmenter toutes les heures le budget. On va bien vérifier avec des outils de tracking fiables en direct. Parce que des fois, on a des paires de data où c'est pas actuel. Donc, ça sert à rien d'augmenter toutes les heures si en fait la data qu'on a sur le dashboard il date de quelques heures en arrière. Et one day click, hein. On va regarder entre one day click, ouais. On va regarder beaucoup one day click au niveau des attributions. Mais en fait, c'est vital ça, non, pour Black Friday, le one day click. En fait, c'est vital, c'est de voir en direct les chiffres. En direct les chiffres de Meta avec des outils de tracking pour pas prendre juste des décisions sur l'Ads Manager. Et on va venir augmenter donc toutes les heures avec simplement une application qui le fait. On utilise Magic X. On pourra le mettre à l'écran. C'est une application qui peut mettre en place des règles automatiques pour augmenter le budget toutes les heures, restarter le budget à minuit sans qu'on ait besoin de toucher. Et l'application peut même augmenter le budget si le ROS aujourd'hui est bon et si sur les 30 dernières minutes, si sur les 90 dernières minutes, le ROS est dans la target qu'on veut. Ça, c'est aussi intéressant. Mais après, ça, il faut avoir un outil de tracking de pixels qui travaille en serveur. C'est que server-side, ouais. Server-side du type Triple-Whale, Aeros, etc. Non, du type WeTracked, Aeros. Okay. Oui, Triple-Whale, ça ne met pas en serveur. Okay. Ça reporte, ça permet de voir les datas, mais ça ne permet pas au serveur de se reporter, si je ne dis pas de bêtises. Pas tout ce qui est technique, c'est pas mon fort, mais ouais, surf scaling durant le Black Friday. Après, faire attention, ça veut pas dire que c'est le Black Friday que tout va être ouf. Certains produits, certaines niches, le coût par publicité, on va augmenter, mais la demande et le taux de conversion, on va pas forcément augmenter. Ce qui fait que sur les niches santé, par exemple, on a des produits sur niche santé, c'est pas là peut-être où c'est qu'on va pouvoir scaler le plus. Parce que ça va coûter plus cher, mais
les taux de conversion ne seront pas forcément plus élevés. Donc faire attention aussi. Augmenter le budget seulement si vous êtes rentable. Ce que les gens oublient, c'est qu'après, il y a le Q5. C'est qu'après, nous, honnêtement, ce qu'on a fait le plus d'argent, c'est toujours après en décembre, janvier. Moi aussi. Donc il ne faut pas oublier, les gens se reposent en décembre, se reposent en janvier, partent en vacances. Mais si vous voulez faire de l'argent, décembre, janvier, c'est la meilleure période. Le Q5, les CPM descendent et les acheteurs, ils ont encore un peu le 13e salaire là. Donc ça se peine quand même tout en temps bien. Ça se peine fort. Après, c'est que les gens, en fait, ils se disent ouais, mais les gens, ils vont pas recevoir pour Noël. Soyez juste transparent. Dites aux gens que vous faites une offre parce qu'ils vont recevoir le produit tant. Vous dites la vérité. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter pour avoir le produit. C'est peut-être pas un cadeau. Donc ils s'en foutent de ça. Ouais, je vois trop de personnes qui disent ouais, j'arrête les ads après Noël, 10 jours avant Noël. Moi, c'est où il y a eu mes pics personnellement. C'est clair. Ouais. Parce que beaucoup d'e-commerçants partent en vacances. Ils vont à Disneyland. Ils profitent. Non, mais c'est la réalité. Et nous, on charbonne. Et vous travaillez combien d'heures par jour? Genre, est-ce que vous avez un truc stable toute l'année ou genre, par exemple, pendant des pics comme Black Friday, et là, ça va faire peut-être x2, x3 vos heures habituelles? En ce moment, je travaille beaucoup, je compte pas. Je compte pas parce qu'en fait, il y a une charge de travail qu'il faut abattre. Il y a des choses qu'il faut faire. Et pendant Black Friday, en fait, il faut se donner toutes ses chances de réussir. C'est-à-dire, je vais pas venir commencer à compter. Je vais faire tout ce qu'en mon pouvoir pour réussir. Et au niveau d'heures, je pense que là, en ce moment, je sais pas, entre 10 et 12 heures, ça va. C'est pas tant que ça. Mais je pense qu'on est plutôt aux alentours de 10 et 12 heures. Mais 10 et 12 heures, c'est qu'il y a peut-être dedans 1h30 de communication. Le reste, c'est du deep work, deep focus. Et toi, du coup? Un peu pareil, mais un peu plus de communication en ce moment. J'ai beaucoup de... Là, je viens d'arriver sur Dubaï, je suis en train de clôturer 2-3 choses et je suis en train d'ouvrir des nouveaux projets, donc pas mal de communication, mais sinon, en fait, je compte pas mes heures en ce moment. Là, je suis juste sport, travail, et puis j'appelle même pas ça du travail, en fait. C'est normal. C'est normal. Un truc que les gens ne mentionnent jamais, c'est qu'en fait, on parle d'heures de travail quand on travaille. Mais ceux qui sont le plus loin dans le game, les plus gros e-commerçants, ils travaillent peut-être pas tant d'heures que ça derrière leur écran. Ils ont juste, leur plus gros levier, c'est les décisions qu'ils prennent. C'est-à-dire, eux, ils doivent juste avoir des pensées claires et penser à leur business durant la journée. Et ça, c'est du travail. Ils sont à la piscine, peut-être, par exemple. Je donne un exemple, mais ils sont pas à la piscine. Ils pensent à leur business, ils pensent à des décisions. Donc, en fait, il faut se dire, c'est le temps effectif, c'est pas seulement le temps que tu travailles devant ton écran, c'est le temps, c'est que tu as des idées. Donc, ne pas oublier les moments, c'est que tu penses, les moments, c'est que tu as des pensées. Tu dois avoir des pensées claires, prendre des décisions. C'est du travail et c'est même ce qui va te rapporter le plus. Totalement. Je suis totalement 100%. d'accord. Et toi, du coup? Moi, depuis que je suis arrivé à Dubaï, je suis rentré dans un rythme très puissant. Ça veut dire que je me réveille, je prends l'ordi sur mes genoux. Il est, je sais pas, peut-être 10h30, 11h. Et l'ordi, il sort de mes genoux à 4h30, 5h du matin. Il aime bien tes genoux. Ouais, il est là, quoi. Je crois pas que ce soit la meilleure manière... Non, mais en fait... Pour ton dos. Alors ça, c'est sûr que mon dos, il en pâtit. Mais en fait, je pense qu'il y a des moments dans le business où il faut vraiment savoir donner un coup de rein. Et il y a des moments dans le business où il faut savoir prendre un pas de recul. Et là, je suis dans un moment où il faut que je mette un coup de rein. Donc, je mets le coup de rein. Très important ce que tu dis. Si vous regardez ce podcast, posez-vous la question, est-ce que actuellement vous devez vous donner un coup de rein ou prendre du recul? C'est ultra important ce que tu as dit. En fait, il y a un petit tips qui marche pour te mettre dans un état d'ultra focus rapidement. C'est avant de commencer une session de travail, tu fixes un point sur un mur, un petit point, par exemple un point noir sur un fond blanc, et tu le fixes pendant 1-2 minutes, et ensuite, après, tu seras beaucoup plus concentré. Ça te permet d'être plus relax, plus relâché, et d'être ultra focus. Incroyable. J'ai jamais entendu parler de cette technique. Toi, tu fais ça depuis longtemps aussi? Je le fais depuis 2-3 jours seulement. Ok. Mais j'ai vu les résultats directs. Ok. Donc, genre vraiment, c'est-à-dire vous commencez à travailler, vous ouvrez votre ordi, vous fixez un point blanc, et ensuite de ça, vous sentez un point noir. Ok. Et vous vous sentez beaucoup plus focus. Genre. Ouais, après, je le fais pas tout le temps. Je le fais par contre à chaque sparring que je fais ou combat. Genre, je fixe un point pour être vraiment dans l'état de flow. Tu vois, et tout le temps concentré sur un truc. Parce que souvent, en fait, la concentration, c'est que pour être concentré, tu dois être concentré sur une chose puis être relâché. Souvent, quand t'es pas concentré, ou surtout en sport, c'est que t'as plein de choses où tu penses. Puis dans le travail, c'est pareil. Si tu penses à plein de choses en même temps, tu vas dans tous les sens, bah, tu seras pas concentré. Donc des fois, c'est juste être sur un truc dans le moment, tu vois, d'être bien présent dans le moment présent,
qui te fait être concentré. Ouais. Et Ouais, après, je le fais pas tous les jours, mais je le fais quand j'ai besoin d'être ultra focus. Moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup aussi. Je sais pas si vous faites ça aussi. C'est genre toutes les, vous savez, les vidéos YouTube où maintenant il y a certaines ondes alpha ou oméga. Et vraiment, j'ai l'impression que quand je me mets à bosser, des fois, je suis un peu, on va dire, tu sais, des fois, tu es en train de bosser comme ça, tu es sur une tâche et tout d'un coup, hop, tu as un flot de pensée qui vient sur une tâche, mais vraiment inutile que tu n'as pas besoin de gérer, mais tu sais pas pourquoi. Tu te dis, il faut que je la gère maintenant. Et du coup, ça te sort de ta tâche. Et en fait, en mettant ce genre de vidéos sur YouTube avec des ondes, je me suis rendu compte qu'à partir de 10 minutes, en fait, mon cerveau, il est trop focus. Et j'aime trop. Ou toi, tu fais ça aussi? C'est les binaural beats ou Ouais, exactement, ça, ce genre ouais. de choses là un peu. Ouais, ce genre de choses, j'aime bien. Bah là, il y a une application que j'utilise, c'est brain.fm. Ok. Franchement, c'est genre un abonnement Spotify, mais pour être focus. Ouais, Et stylé. j'utilise là depuis genre 2 mois. Et c'est vraiment, vraiment top. Et c'est quoi, genre, c'est des sons un peu. Genre, c'est Tu peux audible les sons ou bien c'est genre Ouais, des. non, sans parole, mais Ok. oui, audible. Ouais. Et tu peux choisir justement si c'est audible, si c'est pas audible, genre quel type de. Si tu veux plutôt de la motivation, deep work, etc., c'est vraiment, Ok. vraiment top. Après, vous avez quoi d'autre comme son pendant que vous travaillez, que vous écoutez? Moi, il y a des moments où j'ai besoin d'être super motivé. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai bossé vraiment pendant, je sais pas, 6-7 heures d'affilée, je me suis vraiment mis dans un truc super focus et tout. Des fois, il va y avoir peut-être 1 heure ou 2 où je vais mettre vraiment des sons, genre du rap, des trucs qui bougent, parce qu'en fait, ça va me mettre dans un autre mood de motivation. Et en fait, ça va me relancer, quoi. Mais justement, j'essaye de faire très attention avec la dopamine parce que je vais essayer de l'utiliser comme le café. C'est-à-dire, autant le café, je vais presque en boire jamais, mais le jour où je suis fatigué, je vais en boire et je vais sentir un vrai effet. Alors que la musique, c'est la même chose. Je vais écouter de la musique on va dire, qui me met bien et qui m'enjaille seulement au moment où j'en ai vraiment besoin. Donc voilà un peu ma vision du truc. Alors moi, pour la musique, j'écoute quasiment pas de musique durant la semaine, justement à cause de la dopamine. Et j'écoute la musique en fait quelques fois dans la semaine, bien sûr, mais c'est en mode récompense. Parce qu'en fait, ça Ouais. génère de la dopamine. Puis j'ai remarqué qu'en fait, quand tu écoutes la musique et surtout le rap, c'est prouvé que c'est sur des mauvaises ondes. C'est-à-dire c'est sur des fréquences qui sont pas bons pour ton cerveau. D'ailleurs, même je crois que dans le Coran, je parlais avec Karim derrière moi, qui me disait que dans le Coran, normalement, t'as pas le droit. Et, D'écouter de la musique. d'écouter de la musique, surtout des mauvaises musiques. Et maintenant, c'est que des mauvaises musiques. C'est-à-dire, avant, c'était sur certaines fréquences, genre les musiques classiques et tout, c'est sur des bonnes fréquences. Mais maintenant, surtout le rap et surtout avec les paroles, en fait, ça te met dans ton inconscient des mauvaises énergies. Tu vois, quand tu insultes, quand tu dénigres, c'est pas bon pour le cerveau. C'est tous des trucs que tu fais entrer dans ton cerveau. Donc, bien sûr, j'aime écouter du rap, mais je limite durant la semaine. C'est plus en mode récompense que durant la journée pour me motiver. Après, une musique que j'aime bien écouter pour me motiver, justement, comme tu dis, quand j'ai besoin d'avoir de motivation quand je travaille, c'est, je sais plus le nom en anglais, mais c'est le roi qui se prépare à la guerre. Vous avez jamais entendu cette musique? Du classique un peu. C'est un peu du classique, mais ultra motivant. Ouais, je vois la vidéo YouTube, il y en a plusieurs. Et ouais. Du coup, c'est un peu de dopamine, ça. Ouais, c'est de la dopamine. Ok. Mais ça, c'est de temps en temps vraiment quand j'ai besoin Ah, de temps d'avoir en un temps, shot. ok. Ouais. Mais il faut l'utiliser, non, la dopamine. Parce que, à mon avis, il ne faut pas non plus être trop dans les extrêmes à se dire, OK, je vais couper toute la dopamine. Après, vous me dites si j'ai tort, mais moi, je suis plus dans un truc où, quand tu as compris tout ce qui t'apporte trop de dopamine, en fait, le but après, c'est de réussir à jouer avec et jouer avec ton cerveau pour justement utiliser la dopamine pour aller où tu as envie d'aller et plus en fait être victime de la dopamine. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire au max, quoi. Mais franchement, c'est chaud, il y a trop de dopamine. Hein. La dopamine, c'est un gros sujet du moment. Ouais. Beaucoup de personnes en parlent, il y a des études qui ressortent. Et c'est vrai que c'est assez complexe. C'est assez complexe, mais je pense que ça emprisonne la plupart des gens, plutôt ceux qui sont dans la rat race que les entrepreneurs. Ouais. Parce que des fois, ils sont moins aware, ils consomment moins le contenu qu'on consomme. Mais même pour les entrepreneurs, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu prisonniers, c'est-à-dire qu'ils ont moins de motivation, moins de bien-être, parce que justement, il y a trop de stimulation, il y a trop de dopamine. Tu vois, avec la musique, avec les réseaux, les WhatsApp aussi. On oublie, mais WhatsApp, ça génère de la dopamine. C'est-à-dire quand tu as un message, ça génère de la dopamine. Donc des fois, je trouve que les gens écrivent beaucoup, et du coup, ça gère beaucoup de dopamine, ça peut vite fatiguer. Et puis aussi, ce qui est chaud, moi, je trouve, c'est que maintenant, on est dans un truc où les gens, tu leur envoies un message et tu sais qu'ils reçoivent direct. Donc, quand toi, on t'envoie un message, tu sais que les gens savent que tu as reçu direct. Donc, en fait, il y a un truc où, à notre époque, ça devient super compliqué de répondre aux gens, genre 48 heures plus tard.
C'est-à-dire qu'il y a un truc où on est tellement dans allez, c'est super rapide, hop, on s'écrit, qu'il y a un espèce de truc qui s'est instauré où si on répond pas tout de suite, bah, ça va commencer à faire bizarre. Alors que c'est simplement, c'est un truc que tu m'avais dit que j'ai beaucoup aimé. Tu m'avais dit, je préfère être effectif que réactif. C'est-à-dire que peut-être je vais te répondre dans 48 heures, mais quand je vais te répondre avec une réponse vraiment réfléchie et un truc sur lequel j'aurais bossé. Et des fois, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on reprenne un peu. Parce qu'on est trop dans un truc où, tac, on veut échanger tout de suite, ok, on veut répondre, ok, on va écrire, ok, je réponds, ok, ta. Et ça, j'essaie vraiment, et c'est pour ça qu'on coupe les notifications, j'essaie de couper WhatsApp au plus, Instagram, tout ça. Et franchement, j'attends encore quelques temps, mais j'aimerais arriver au niveau où j'ai quelqu'un qui gère tout ça pour moi, quoi. Tous mes réseaux, tous mes messages, tout ça, c'est... Il faudrait vraiment, tu vois, tu sais, dans les films maintenant, à l'époque, où tu vois ces films, où maintenant, tu sais, t'as le milliardaire qui est dans son bureau, et puis t'as sa secrétaire qui l'appelle, et puis qui lui dit, oui, il y a un monsieur qui veut déjeuner avec vous, etc. Puis lui, il lui dit, écoute, j'ai pas le temps, ou il lui dit ce qu'elle doit dire. Ben, en fait, c'est simplement un filtre qui se met avec le monde autour d'eux. Et à cette époque-là, déjà, il y avait que les téléphones. Mais imaginez maintenant, genre avec tout ce qu'on a, tous les messages, les trucs, les machins, t'as une notif sur TikTok, après t'en as une sur Insta, après t'en as une sur WhatsApp, après t'en as une sur truc. T'es foutu si tu C'est regardes foutu. tout. C'est foutu. C'est fini. Moi, je suivais un gars sur Twitter, il s'appelle Alix. Il a genre 18 ans, il fait des journées à genre 100 000 $ par jour. Wow. Et il a dit son plus gros secret pour avoir réussi si rapidement, c'est d'avoir fait que son téléphone mobile soit le plus ennuyant possible. Wow. Alors en mode, j'avais noté 2-3 choses, genre en mode zéro notification, c'est le plus important. Et genre en mode, si t'as Instagram, utilise-le, mais genre vraiment à la fin de la journée, genre vraiment, ou au début de la journée, enfin genre vraiment en mode, utilise-le le moins possible, surtout quand tu travailles. Et le fait qu'ils disent ça comme premier point pour réussir, ça montre qu'en fait, il n'y a pas de secret en fait. Genre aujourd'hui en plus, tout est devenu plus simple pour réussir. On a la chance d'avoir Internet qui est tellement sophistiqué, on a la chance d'avoir des coachs en ligne comme Hormozy, etc. En fait, le jeune qui se lance aujourd'hui, il va réussir beaucoup plus rapidement si il a un téléphone qui est ennuyant, qui essaye d'avoir zéro distraction et qui prend que les choses positives, il va réussir très 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 rapidement. Et c'est un hack, c'est vraiment c'est vraiment le pire ennemi de la plupart des personnes qui ne réussissent pas, genre vraiment. Et moi, il y a une chose aussi en termes de productivité que j'essaye de faire au maximum, c'est éviter les appels inutiles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent faire des appels, etc. Mais le problème dans les appels, je trouve, c'est qu'au début de l'appel, tu vas commencer à dire ouais, bonjour, ça va bien ta journée, etc. Tu parles de ta vie, de la famille, etc. Mais en fait, ça n'aide pas le business. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup travailler avec des vidéos Loom. J'aime beaucoup, en fait, éviter un maximum la communication qui n'est pas nécessaire. Et c'est ce que je fais moi personnellement. Depuis, je pense, 3-4 ans, j'ai pas de notification. D'ailleurs, quand on m'écrit sur WhatsApp, en fait, normalement, il n'y a qu'un vu si je suis pas dispo sur WhatsApp. Si je suis pas sur WhatsApp. Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être indisponible quand vous voulez être en deep work. Quand vous voulez travailler, il faut être indisponible. Faut être, j'ai mis aussi ici, dans un endroit qui est calme. Parce que à l'époque, à mes débuts, je travaillais chez mes parents, comme tout le monde. Hein, ouais. C'est clair. Je travaillais pas dans la rue, mais je travaillais dans ma chambre. Et en fait, t'entends les frères et sœurs, les parents, t'entends la radio, etc. Et en fait, ça t'enlève ton focus. Et c'est un point super, super important d'être dans un endroit calme, zéro notification, zéro distraction. Et quand tu as une tâche à faire, que tu fasses que ça, et tu te mets un temps pour le faire et rien d'autre. Et toi, ça veut dire qu'en termes de call, parce que c'est vrai que au début, quand tu es tout seul, tu peux facilement gérer de ne pas faire de call, mais c'est vrai que quand tu commences à avoir une équipe, etc., toi, tu arrives vraiment à tout gérer via Loom, ou alors tu as quand même 1 ou 2 calls par semaine qui sont quand même posés et obligatoires. Bien sûr, je fais 1 ou 2 calls par semaine, bien évidemment. S'il y a des choses qui sont urgentes, bien évidemment, je fais un call. Mais je dis pour 70% des appels, la personne peut le faire par écrit, par un Loom. Et même moi, maintenant, ça me va aussi si on me fait un vocal sur WhatsApp parce que j'ai une extension qui vient extraire l'audio et ça me fait un résumé de l'audio ultra complet. Franchement, tu dis un point de fou. Moi, il y a un truc, en fait,
En fait, tu sais, les audios sur WhatsApp, en fait, la problématique, c'est que moi, j'ai pas envie d'être un rabat-joie parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas du tout, en fait, tu sais, être chiant, tu vois. Mais en fait, quand on m'envoie un audio sur WhatsApp, j'aimerais bien que des fois, la personne, elle prenne le temps d'avoir simplement écrit un message. Parce que tu vois, en fait, un message, tu vas lire les informations précises. Si la personne, elle a réfléchi à faire son message, en fait, elle a déjà fait le 80% du taf. Alors que si elle te fait un audio, toi, déjà, tu dois écouter l'audio, tu dois mettre en x2 la plupart du temps. Et en fait, ensuite de ça, en fait, quand c'est écrit, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire à mes équipes, ou les gens avec qui je travaille, si c'est possible, écrivez. Écrivez les choses. Parce que écouter des audios, tu passes ta journée à écouter des audios. 100% d'accord. Toi, c'est comment par rapport à tes équipes, etc. Bah, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit à 100%, 110%. Déjà, pour revenir aux audios, en fait, c'est plus satisfaisant pour la personne de parler. En fait, elle parle. Ouais. Et c'est pareil pour les appels. Les gens aiment bien faire les appels parce que c'est satisfaisant. Et après, toi, tu es un profil plutôt introverti, comme moi. Et nous, les profils introvertis, on aime moins les appels, etc. parce que ça nous fatigue, ça nous demande de l'énergie. J'avais étudié ça et dans les profils introvertis, ça va nous consommer de l'énergie, en fait, de faire des appels, de communiquer. Moi, c'est une horreur. Je sais que j'ai un appel dans la journée. Toute la journée, je vais penser à cet appel. Ça peut me gâcher la journée, genre, tu vois. Exactement, pareil. Et pour revenir, c'est quoi ta question que tu m'as posée? Bah justement, toi, par rapport au call, comment en fait, tu t'organises avec tes équipes? Parce que je suis au courant du fait que tu as quand même des équipes assez conséquentes. Comment est-ce que tu organises tout ça? Alors, pour revenir à ce qu'a dit Nico, pour moi, le glitch, c'est pas de notification. T'es dans ton travail, tu fais tes 2-3 deep work dans la journée. Au moins, si tu fais 2-3 deep work dans la journée sans notification, sans pensée parasite, déjà là, tu vas être au-dessus de la plupart des personnes. Ensuite, des moments quand même pour communiquer. C'est-à-dire, chaque jour, je mets des moments où c'est que je communique avec mes équipes, mais c'est des moments dédiés. C'est des moments dédiés et c'est des moments après mes deep work. Bah, si je les place avant, ce qui va arriver, c'est que j'aurai des pensées parasites. C'est-à-dire, notre cerveau, quand on lui donne des informations, il va venir ouvrir, en fait, ouvrir un registre, je sais pas comment on appelle ça, ouvrir une base de données. C'est-à-dire, toi, tu vas me parler, par exemple, je sais pas, du media buying, de Facebook, etc., des problèmes. Moi, ça va rester, ça va tourner dans ma tête. Ça va consommer de l'énergie. C'est-à-dire que si je commence ma journée avec des notifications, avec de la communication, tout au long de la journée, ça va me fatiguer. Je vais y penser. Mon cerveau, il va dire, OK, comment je peux répondre de la meilleure manière? Comment je peux résoudre ça? Donc, j'essaie d'éviter d'avoir le cerveau le plus clean possible jusqu'au moment de communication. Donc, je fais mes deep work, je suis ultra concentré, ultra focus. Et après, je mets des moments de communication où c'est que pour l'instant, c'est Slack. Mais idéalement, tout doit partir d'un process. C'est-à-dire, on travaille sur Asana, il y a des process. S'il y a un problème lié à la tâche, il y a une communication dans Asana. Et si c'est extra tâche, c'est sur Slack. Mais normalement, ça doit être très minime. Parce que si on a une tâche, il y a des questions par rapport à la tâche, elle est là. Si c'est sur Slack, des fois, c'est juste que les gens, en fait, aiment communiquer. Et après, je fais des calls. J'en faisais très peu. C'était une erreur que je faisais. Justement, moi, je faisais 0 call. C'est-à-dire, j'avais des équipes. On était 20 personnes. Ils ne m'avaient jamais vu. C'est 0 call depuis le début. Et c'est pas bon. En fait, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, les gens se démotivaient. Les gens ne se sentaient pas faire partie d'une équipe, en fait. Et du coup, maintenant, je suis un peu forcé. Je fais des calls. Je suis forcé à faire des calls avec les équipes pour juste qu'ils se sentent connectés, juste qu'ils se sentent écoutés et garder une motivation. Et je vois plus ça comme de la motivation, cohésion d'équipe, plutôt que aller vite sur le business. Ouais. Donc voilà comment ça se passe pour nous en ce moment. En vrai, c'est beaucoup de motivation aussi, le management. C'est aussi être beaucoup là derrière les gens et en fait juste dire, si jamais je suis là, je vois ce que tu fais bien, je vois ce que tu fais pas bien et oublie pas que je suis là et qu'il faut que tu fasses soit ça mieux, soit que tu continues à faire comme ça. Mais c'est vrai que moi j'ai aussi la même tendance, c'est me dire ok, j'ai expliqué une fois à quelqu'un, tout a été clair, j'ai fait un loom très carré, c'est bon, elle regardera 1, 2, 3 fois le loom s'il faut et elle a toutes les infos. Mais en fait, il y a quelque chose de plus profond, quoi, de plus humain où tu dois faire le suivi parce que en fait, c'est simplement un autre être humain qui n'a pas les mêmes intérêts que toi parce que c'est simplement pas sa boîte, quoi. Juste pour revenir au call. Alors, tu sais, Alex Hormozy, en fait, il fait. J'ai vu son planning sur sa vidéo YouTube et en fait, il fait lui-même des appels. Et il fait beaucoup d'appels. Et dans ma tête, parce que lui aussi, il déteste les appels. Ouais. Mais de voir lui prendre genre 2 jours dans la semaine où c'est vraiment des journées call, en fait, ça m'a dit qu'en fait, il faut que, à un moment, j'aime pas faire les appels, mais pour réussir à avoir des résultats qui sont
très élevé. Il faut faire des choses des fois qu'on n'aime pas. Donc c'est pour ça que quand même, je me suis obligé à faire les appels. Après, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on n'aime pas dans les appels. Peut-être c'est ça à se poser. Peut-être, en fait, c'est Ouais, juste des petites small talk, des trucs du début. Et en fait, tu briefes tes équipes. Tu dis, avec moi, il n'y a pas de small talk. On s'appelle, ça rentre sur le Google Meet, on démarre direct. Tu vois, ça peut être des trucs aussi, des process que tu mets en place où tu vas venir couper tous les trucs qui te dérangent dans l'appel de base, en fait. Why not? Mais après, comme il a dit, c'est aussi notre caractère, c'est introverti, etc. Ça prend de l'énergie. Même si c'est un call que j'aime faire, en fait. Même si c'est un call, je me réjouis, j'appelle un proche, ça me prend de l'énergie. Donc c'est juste le fait d'appeler que j'aime pas. Est-ce que vous pensez que pour réussir en e-commerce, il faut être introverti? Il faut Ça avoir change. une base un peu introvertie. Pour moi, ça n'a pas de différence. Introverti, extraverti, etc. C'est pas... Non, pareil. Introverti, extraverti, douche froide, pas douche froide. Pour moi, ce qui permet de réussir en e-commerce, c'est juste tu fais ton mieux, tu as les bonnes informations et tu fais ton mieux. Et au bout d'un moment, ça pète. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que la plupart des personnes, ils prennent peut-être pas les mauvaises informations et ils font pas de leur mieux. Ils font pas de leur mieux. C'est bête à dire, hein, mais ils arrêtent au bout d'un moment ou ils switchent de choses. Ils appliquent pas à la lettre ce qu'on leur apprenne. C'est juste ça. Pour vous, c'est quoi si vous pourrez donner des tips ou les tips ultimes pour réussir en e-commerce? Autant qu'on soit débutant qu'avancé, intermédiaire. En termes d'optimisation et... Peu importe, si tu dois partager. Genre quelqu'un qui commence maintenant. Voilà, quelqu'un qui commence maintenant. Quels sont les tips que vous pourrez lui donner maintenant pour qu'elle s'assure de réussir? Tu veux y aller? De voir sur le long terme, ça veut dire beaucoup de personnes voient les vidéos YouTube, les challenges. J'ai essayé le dropshipping pendant 24 heures, pendant 7 jours. Et en fait, t'essayes pas un business pendant 7 jours. C'est du jamais vu. En gros, d'avoir une vision beaucoup plus élargie de ce Minimum business-là. 14 alors. 14 jours. Non, minimum, genre, on se dit, moi par exemple, si je me lance dans un nouveau business, si j'étais débutant, je me dirais, je me donne 1 an, grand minimum, pour faire mes premiers résultats. Et pendant cette année-là, je fais tout ce qui est dans mon possible pour réussir. Si je dois couper certaines amitiés, bah, je le ferai. Si je dois couper certaines habitudes des jeux vidéo, etc., je le ferai. Mon entourage, etc., je le ferai. Et être all-in et se donner un laps de temps plus que la moyenne, plus élevé que la moyenne. En fait, quand tu commences un nouveau truc, ce qui est super important, en tout cas selon moi, c'est ce qui a marché pour moi. C'est un peu un secret, mais c'est genre, tu commences quelque chose et t'en parles à personne. C'est-à-dire que c'est comme un secret entre toi et toi-même. Et en fait, c'est comme si c'était ta petite mission interne que tu t'étais donné de faire avec toi-même. Et en fait, ça va en fait te permettre de ne pas avoir beaucoup de choses qui sont un peu brouillons dans la tête, où tes proches, ils vont te dire des choses qui vont t'extraire en fait de ce que tu as vraiment envie de faire, tes amis, etc. Et ça va être super compliqué parce que simplement, tu as des gens qui sont pas dans la même réalité que toi, qui n'ont pas forcément les mêmes envies que toi, qui vont commencer à te conseiller. Et en fait, c'est bête, mais c'est comme quand tu as des problèmes de couple. Si tu vas parler avec un ami à toi qui est célibataire depuis 10 ans, bah, tes problèmes de couple, ils vont pas s'arranger. Par contre, si tu vas parler avec un mec qui est marié depuis 10 ans et son mariage, il va bien, tu vas parler avec lui de tes problèmes de couple, lui, il va te donner des conseils qui vont faire en sorte que tes problèmes de couple vont s'arranger. Et en fait, c'est la même chose. Et il y a aussi une autre chose, et ça, on parlait de la dopamine, etc. C'est une étude scientifique qui a montré que, en fait, le cerveau reçoit la même récompense lorsqu'il parle et qu'il dit qu'il a réussi quelque chose ou qu'il va faire quelque chose ou quand il le fait vraiment. Et en fait, si on parle trop de ses objectifs, on parle trop de ce qu'on va faire, etc., à tout va, en fait, le cerveau, il reçoit la même récompense. Donc, en fait, après, quand tu dois vraiment le faire, il n'a plus vraiment la même hargne, en fait, pour atteindre ce qu'il a envie d'atteindre parce qu'il a déjà reçu les récompenses. Donc ça, c'est vraiment des conseils que je donnerais aussi aux gens, de faire comme un pari avec soi-même et se dire, OK, c'est entre moi et moi, j'y vais et j'avance, quoi. C'est ultra intéressant ce que tu dis. Donc, comme un pari et un contrat avec soi-même, Ouais. Au final, c'est ça la discipline. Parce qu'au final, c'est qui le meilleur associé? Parce que les gens ont tendance à vouloir s'associer. Le meilleur associé, c'est soi-même. C'est que en fait, tu es constamment dans tous les domaines de ta vie, mais tu es en association avec toi-même. Quand tu lances un business, tu as une espèce de nouvelle relation qui s'ouvre avec toi-même. Tu es là, tu te poses des questions, comment je vais faire ça, comment je vais vendre ceci, comment je vais organiser cela. Ça, c'est des questions que tu n'avais pas avec toi-même avant. Donc, tu crées une nouvelle relation avec toi-même. Et c'est ça le meilleur associé. Et après ça, quand tu as de l'expérience, là, tu trouves des gens qui deviennent des multiplicateurs. Je ne sais plus qui a dit ça dans le mastermind, mais
qui disait que les associations, c'est comme des multiplications. Mhm. Et en fait, ça fait en sorte en fait, que soit tu augmentes et tu deviens encore plus fort, soit malheureusement, tu t'associes mal et tu baisses dans le niveau. Je trouve ultra intéressant ce que tu dis et je pense qu'on devrait aller en profondeur par rapport à ça. C'est que c'est vrai, quand les gens commencent, c'est pas au niveau technique, c'est au niveau avec eux-mêmes qu'il y a un problème. C'est-à-dire, avec eux-mêmes, ils vont commencer et dès qu'il y aura de l'inconfort, ils vont arrêter ou se disperser. Donc en fait, ouais, on revient sur le contrat qu'ils ont avec eux-mêmes et avec la discipline. Parce qu'au final, quand tu commences, c'est ça, parce que t'es pas préparé, à moins que tu aies fait du sport avant, que tu es un sportif d'élite, tu as le câblage mental. Si t'as pas fait de sport d'élite, si t'as pas fait de gaming, t'as pas les câblages mentaux. C'est sérieux, hein, mais Clairement. de nombreuses études le démontrent. C'est-à-dire que quand tu commences, tous les débutants qui n'ont pas fait de sport, qui n'ont pas fait de gaming, ça va être là qu'il faut travailler. C'est-à-dire s'ils se câblent pas, et s'ils s'attendent pas à que ça va être inconfortable, qu'il va falloir continuer jusqu'à que ça perce, se donner du temps sur 1 année, 2 ans. Mais pour moi, même 1 année, c'est très vite. Maintenant, avec toutes les informations qu'on a, ça dépend. En quelques mois, 1 année, max, je pense que tu réussis. Et après, c'est toute une question de discipline. C'est-à-dire que le contrat que tu te fixes avec toi-même, si tu dis peu importe ce qui se passe, tu vas continuer. Moi, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, peu importe ce qui se passe dans le business, je continuerai jusqu'à que ça pète. Ça a 30 ans, ça a 40 ans, ça a 50 ans, peu importe. Et je continue comme ça. Toujours. Je me dis, peu importe, je continue jusqu'à que ça pète. Mais après, il faut pas être bête et à se mettre sur une stratégie qui fonctionne pas. Donc, se dire, OK, si ça fonctionne pour quelqu'un, je continue jusqu'à que ça marche. Puis après, tu ajustes. Et pour moi, c'est ça le secret numéro 1, c'est juste de persévérer. Et les barrières mentales aussi. En fait, nous, on est de notre réalité. Moi, personnellement, dans ma tête, il y a tout qui est possible, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, honnêtement, si demain je me mets dans un truc, si je me donne grave les moyens, c'est possible, je vais le faire. Il y a moyen que j'y arrive si vraiment je le fais. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vraiment, ils ont un rapport avec eux-mêmes où ils ont de la peine à croire que pour eux, ça serait possible aussi. Et en fait, il faut simplement juste leur ouvrir les yeux et leur dire, mais regarde, en fait, j'ai rien de plus que toi. La seule chose que je fais différemment, c'est que je travaille sur ça depuis des années et que toi, en fait, tu travailles pas sur ça depuis des années. Et c'est la simple différence, en fait, entre les gens qui réussissent dans un domaine et ceux qui réussissent pas, à mon humble avis. Deuxième point, donc les barrières mentales. C'est vrai que ça, c'est ultra important. On a des barrières mentales, même nous encore, on a plein de barrières mentales. Souvent, on n'en est pas conscient. Et du coup, c'est quoi vos conseils justement pour déjà en être conscient et les démonter? Vous pouvez donner des conseils pratiques? Après, il y a tout ce qui est loi de l'attraction, qui est assez connu. Casser les croyances limitantes, etc. Avec des affirmations qu'on peut faire. Moi, ça m'a beaucoup aidé au début. Et le fait de s'immerger dans cette réussite, c'est un point qui est extrêmement important et que je recommande à tout le monde de faire. Et ça passe par exemple par le contenu qu'on visionne. Par exemple, on regarde des vidéos YouTube de comédiens, etc. Au lieu de regarder ça, tu vas regarder des interviews de personnes, de CEO qui explosent dans un domaine, qui explosent dans l'e-commerce, des personnes qui réussissent. Et ça va... En fait, tu vas voir que c'est possible et ton subconscient va vouloir en fait un peu la même chose que ces personnes-là sur YouTube qui montrent des très bons chiffres. Et justement, cette immersion-là, on peut la faire de plusieurs manières différentes avec justement les visualisations, les affirmations, les croyances limitantes, l'entourage, les habitudes que vous mettez en place et aussi les masterminds, comme on en a fait un il y a un peu plus d'1 semaine. C'est extrêmement important. En fait, on s'est entouré de personnes qui font des journées à 100 KD, on s'est entouré de personnes qui font des journées à 1 million par jour, avec Fares qui nous a expliqué comment il a scalé des marques pour faire ce genre de chiffre d'affaires. Et quand tu t'immerges, c'est vraiment... Tes croyances limitantes, elles partent au fur et à mesure. Et pour moi, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est le plus gros glitch, ouais. Et pour moi, je pense que c'est le plus gros glitch. C'est que tu t'entoures de personnes qui réussissent, qui ont la bonne mentalité, et inconsciemment, ça va être simple. En fait, c'est les neurones miroirs, elles vont venir imiter la personne. C'est-à-dire, tu t'entoures de gars qui réussissent, c'est prouvé scientifiquement, tu vas venir augmenter les résultats que tu fais parce que tu traînes avec des gens qui sont plus élevés. Donc, je pense que c'est le glitch, sans faire d'effort, tu t'entoures de personnes plus hautes, et tu vas élever naturellement. Il y a aussi un truc, je pense, c'est l'esprit contradictoire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, quand ils voient la réussite des gens, ils ont un esprit un peu contradictoire. Ils vont te dire mais c'est pas vraiment possible, ou s'il a réussi, c'est parce qu'il y avait ci et il y avait ça. Franchement, c'est pas logique. Et puis, en fait, cet esprit contradictoire, il va faire en sorte que tu vas en fait t'auto-condamner.
C'est-à-dire que cet esprit contradictoire, il est en train de te tuer. Parce que tu vois la réussite des gens et au lieu de te dire, moi, je peux le faire aussi, tu vas te dire, tu vas trouver des excuses à la personne ou trouver des excuses à toi-même pour dire qu'il a eu un contexte favorable pour le faire. Et ça, je pense que c'est la première chose à tuer, c'est cet esprit contradictoire. Et en fait, cet esprit contradictoire, il est super présent dans la société parce qu'en fait, on te l'apprend partout. On te l'apprend à l'école, on t'apprend à être contradictoire, à remettre en question les choses. On t'apprend, si tu vas plus tard ensuite à l'université, on t'apprend constamment à remettre en question les choses. Et en fait, on te laisse dans un bain où tu vas toujours être là, la petite bête, le petit truc, mais c'est pas logique ça. Tu vas fouiner pour trouver la petite contradiction. Et en fait, tu passes ton temps à fouiner, à trouver la contradiction au lieu de simplement bouger ton cul et aller bosser pour atteindre tes objectifs, quoi. Et voilà, c'est le syndrome du journaliste, tu vois. C'est ça, c'est des gens qui jugent tout, qui n'ont jamais rien fait, mais en fait, ils jugent tout constamment. Après, pas tous les journalistes, il y a des journalistes qui ont du talent et qui font des belles choses, mais tu as des journalistes, leur but, c'est de putaclic. Et en fait, simplement de faire des clics et de juger ce que les autres font. Et c'est vraiment dommage. Et aussi l'identité. Je pense qu'à place de vouloir réussir dans le dropshipping, il faut devenir un e-commerçant, un dropshipper. C'est pareil dans tout. Les gens, ils veulent être entrepreneurs pour gagner de l'argent, mais ils veulent pas être entrepreneurs. Tu vois, il y a souvent une dissociation. Ils veulent aller s'entraîner pour maigrir, mais ils veulent pas être un sportif. Et pour moi, il y a une énorme différence quand tu te mets dans l'identité. C'est-à-dire, comme il dit, tu t'immerges totalement. C'est-à-dire que tu vas faire tout ton possible pour réussir parce que tu es un sportif. Non pas parce que tu veux faire du sport pour ça. Non pas parce que tu veux faire du dropshipping pour gagner de l'argent, mais tu deviens un e-commerçant. Et je pense que ça, c'est une énorme différence. Et ouais, totalement. Et en fait, tu te comportes exactement comme la personne que tu rêves d'être. À mon avis, si tu te comportes exactement comme la personne que tu rêves d'être, tu vas obtenir ce dont quoi tu rêves. Dans le sens où, ok, là, actuellement, tu n'es pas encore millionnaire. Tu vas te comporter comme un millionnaire. Mais ça ne veut pas dire te comporter comme un millionnaire, commencer à mettre des smokings, marcher avec une canne et puis parler mal à tout le monde. Ça veut dire que... Enfin, c'est une vision millionnaire un peu Disney, mais c'est pour dire que tu vas avoir une relation avec tes proches comme si tu avais déjà atteint ce niveau de fortune. Ou tu vas être la meilleure personne possible. Ça veut dire que dans tes interactions avec eux, dans tes relations amoureuses, tu vas trier les gens avec qui tu te mets en couple ou que tu te mets pas en couple, exactement comme tu le ferais si tu étais millionnaire. Ta façon de faire du sport. Tu vas aller au sport, il y a des mecs qui vont au sport, ils font quoi ? 1 heure de sport, allez, je suis sur mon téléphone, je pousse 2-3 haltères, c'est bon. Non, tu vas être en mode, je vais être la meilleure personne possible, je vais être mon idéal, je vais faire quoi ? Je vais aller au sport, je vais me démonter. Et si chaque étape dans ta vie, tu es exactement dans cette vision-là, tout va s'organiser dans ta vie pour que tu reçoives en fait ce que tu mérites par rapport à cette vision-là. Et je pense que ça, c'est une clé de fou, mais on ne nous l'apprend pas en fait. Ouais, c'est ultra puissant ce que je dis parce que Hormozy, il avait repris ça et il disait que dire des affirmations un peu à droite à gauche qui sont un peu trop éloignées et que, admettons, tu commences maintenant de faire des affirmations et que tu dis je suis multimillionnaire, etc. En fait, ça va pas fonctionner parce que t'as pas déjà, c'est pas vraiment des actions que tu fais et t'as pas aussi de preuves que tu vas y arriver. Alors que si tu fais des affirmations qui disent je suis extrêmement persévérant, etc., et que tu le fais la même journée, en fait, ça va donner à ton cerveau des preuves que toi, tu réussis des petites choses et au fur et à mesure, tu vas en fait réussir et ces affirmations vont être extrêmement puissantes parce que ton cerveau, il va avoir des preuves concrètes que oui, j'ai réussi à faire ça, ça fonctionne et c'est réel. Et au fur et à mesure, les affirmations, tu peux les augmenter, tu peux les changer, les varier, mais avoir des preuves concrètes de ce que tu es en train de dire devant le miroir, que d'y croire à fond et de savoir que tu es capable, ça change tout. Donc c'est à 100%. Ultra puissant ce que tu as partagé. Donc je pense que si on voudrait partager à ceux qui nous regardent un plan d'action concret, parce que pour mettre en place ce que tu dis, pour moi, ça serait tu fais des affirmations avec ChatGPT, des affirmations, c'est-à-dire sur ta mentalité que tu dois avoir, que ta mentalité du toi du futur, comment t'es persévérant, t'as atteint un certain stade de financier, par exemple, tu peux le dire, mais pas trop loin non plus. C'est-à-dire si tu commences le e-commerce, tu peux dire je suis libre financièrement, de dire tout ce que tu as obtenu, toutes les émotions que tu ressens, je me sens bien, je me sens libre, je peux voyager, tu vois, des choses concrètes. Et après, surtout, un truc très important, ça, les gens ils oublient de le mettre, c'est de dire je vois des résultats concrets. Je vois que j'avance ou je vois ça se matérialise en fait. Parce que souvent, on dit des choses et pour notre cerveau, c'est abstrait et on n'a pas de matérialisation comme tu le dis. Donc rien que le fait de le dire, je vois mes résultats se matérialiser, je vois les fruits de mon travail payés, et en fait, tu programmes ton subconscient à voir même les résultats, même minimes qu'ils soient.
et d'enregistrer sur Eleven Lab avec une voix qui te parle et t'écoutes 10 minutes par jour. Chaque jour. Tu te laisses peut-être le week-end comme repos pour des fois varier. Ça, pour moi, ça m'a énormément aidé. Le week-end, tu mets du gros rap. Pour moi, ça, c'est le truc qui te lave le cerveau le plus rapidement possible. Puis aussi, je trouve qu'il y a un truc, et des fois on n'en parle pas assez, c'est apprendre à être réveillé. C'est qu'en fait, je trouve qu'on a trop de modes dans la vie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, t'as un mode totalement automatique, où t'es conscient de rien. Genre, tu fais les choses, tu sais même pas pourquoi tu les fais, tu fais parce qu'il faut les faire. Et tout d'un coup, bam, hop, je décide de me réveiller. Et cette prise de conscience de tout le temps dans ta journée, le cerveau, il a tendance à se mettre en mode automatique. C'est-à-dire constamment, tu es là, tu as l'habitude de faire ce que tu fais, tu n'es pas réveillé. Et en fait, il faut, bam, ok, je suis où, je fais quoi? Je suis réveillé, je suis conscient, je suis là, je fais quoi? Je suis en train de faire quoi? Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu peux devenir, entre guillemets, la personne que tu veux devenir. Parce que, imagine, je sais pas, tu as une relation compliquée avec tes parents, avec ta femme, avec tes amis. Tu as des réflexes qui sont que tu vas péter un câble, tu vas t'énerver sur des trucs. Parce que c'est automatique pour toi. C'est ta personnalité. Tu as l'habitude de faire comme ça. Si tout d'un coup, tu prends l'habitude de te réveiller, bam, il y a la même situation qui t'arrive, tu te réveilles. Et là, tu te dis, OK, normalement, j'agis comme ça, je fais ça. Là, j'agis plus comme ça, je fais comme ça. Et en faisant ça pour tous les domaines, en fait, c'est là que tu deviens une nouvelle personne et que tu attires une nouvelle réalité. Donc, en fait, ça serait de faire des feedbacks réguliers pour te voir si c'était sur le bon chemin, s'il y a des choses à éliminer, à changer, etc. Être le plus conscient possible, en fait, constamment. Ouais. Moi, je fais chaque jour, en fin de journée, c'est une routine que j'ai mis en place, c'est que je fais un feedback pendant 5 minutes. Je repense juste à ma journée et je regarde, en fait, est-ce qu'il y a des trucs what the fuck que j'ai fait? Est-ce qu'il y a des trucs que je devrais arrêter? Parce que des fois, on n'en prend pas conscience. C'est trop bien, ça. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a des choses que je fais ou que je devais arrêter de faire. Et tu le remarques quand tu prends de la hauteur, tu vois? Et si tu prends pas un moment pour faire un feedback, bah, tu vas continuer dans la routine sans même y penser. Mais dans votre routine, ça vous arrive d'écrire? D'avoir un journal, par exemple, pendant 10 minutes, vous écrivez ce que vous avez dans la tête, ce que vous vivez, etc. À une époque, je faisais ça, là, je fais plus trop. Mais je le mets dans mes notes et je parle beaucoup à ChatGPT. Là, en ce moment, j'ai une habitude, c'est que déjà, chaque matin, je lui parle et tout. Oh, parle de ça, dis un peu, c'est intéressant. Tu as quoi comme genre de conversation avec lui, genre? Bah là, je lui parle de mes objectifs, de ce que j'ai fait dans la journée, etc. Okay. Et puis elle m'aide. Elle me dit... elle me dit ma biographie déjà, de moi du futur. Elle me dit quelques habitudes que je peux avoir pour avoir ces résultats que j'aimerais avoir. Et elle me coach... elle me coach. Là, par exemple, on lance un nouveau podcast et j'ai besoin d'être mieux en diction parce que je trouve que mon niveau il n'est pas encore satisfaisant. Et du coup, voilà, elle m'a partagé 2-3 choses que je peux faire et mettre en place pour m'améliorer. Trop bien. Mais ouais, moi, je note pas par écrit, mais par vocaux à l'IA. Ce qui est trop bien, je trouve, dans le fait de retrouver, tu vois, moi, ça m'est arrivé d'écrire, là, j'ai aussi arrêté un peu, parce que depuis que je suis à Dubaï, je suis dans un charbon tellement intense que j'ai des fois de la peine à me remettre dans mes routines, mais j'avais une routine où j'écrivais 10 minutes tous les matins. Et en fait, ce que je trouve trop intéressant quand t'écris, parce qu'en fait, le cerveau, c'est un traître un peu, c'est-à-dire qu'il oublie tellement de choses, le cerveau, sur notre vie, sur des façons qu'on avait de penser il y a même 3 mois, qu'en fait, d'avoir juste un suivi sur sa propre personne, je trouve que c'est un truc qu'on devrait nous apprendre dès qu'on est petit, en fait. Parce que moi, si je relis mon journal d'il y a 3 mois, rien que comment je me parlais à moi-même, rien que les problématiques que je pouvais avoir, rien que d'écrire ce qui me prenait la tête, mes objectifs que j'avais, plein de choses comme ça, et ben en fait, juste 3 mois plus tard, je le lis, mais je me dis, wow, mais je suis dans un autre monde là dans ma tête, c'est incroyable. Et d'avoir ce suivi-là, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très galvanisant, quoi. Ouais. C'est très puissant de traquer la journée. J'avais, il y a 1 ou 2 ans, je traquais en fait chaque heure sur un fichier Excel. T'as les 12 heures de la journée où vraiment t'es vivant, entre guillemets, et tu dors pas. Et je mettais chaque heure, je faisais quoi. Et après, à la fin de la journée, je regardais, ok, ça va être pas mon business, j'élimine. Ouais, ça, c'est fort, ça. Ça sert à rien, j'élimine. Ça, c'est fort. Ça, n'importe qui devrait le faire. Ouais, ça, c'est trop fort. Et je l'ai fait pendant un moment. Là, je pense que je vais refaire parce que je suis en train de tout restructurer. Ouais. Mais ça m'a beaucoup aidé. J'avais coupé mon addiction genre aux jeux vidéo. Et aussi, pire que les jeux vidéo, je regardais les gens jouer aux jeux vidéo sur Twitch. Il y a une plateforme qui s'appelle Twitch. Ah ouais. Et je trouve ça aberrant qu'il y a tant de personnes qui regardent et qui donnent et qui payent les gens pour les regarder juste jouer. Déjà, joue toi-même si tu veux jouer. Mais
Du coup, voilà. Ça existe pas dans le business? Des caméras derrière toi qui est en train de travailler, les gens regardent comment tu C'est travailles. des buildings Je publics pense de live. plus en plus. Ouais, Les je POV, tout ça, ouais. Et le fait d'avoir traqué ça dans ma journée, ok, mais en fait, mais c'est complètement ridicule. Je l'ai enlevé. C'était pas facile au début. Et j'ai utilisé une application qui s'appelle Self Control sur MacBook. C'est une application où on peut l'installer. Et ça bloque le site que tu veux. Pas comme un simple bloqueur, mais ça bloque de tout ton PC. C'est-à-dire, tu ouvres avec un VPN ou ce que tu veux. Impossible d'accéder à ce site. Et j'ai mis ça genre 1 an. J'ai mis tous les sites que je voulais bloquer, même les sites de news. En Suisse, il y a un site qui s'appelle 20 minutes. Il y a 2-3 années, j'allais tous les jours. J'étais entre guillemets addict. Et du jour au lendemain, fini. C'est ça. Et franchement, c'est trop puissant. Il faut se traiter comme ça, t'as trop raison. Moi, j'ai fait la même chose pour Instagram. Je me suis mis un code en fait de temps. Ouais. J'ai dit à quelqu'un de le mettre et sous aucun prétexte de me le donner. C'est-à-dire que j'ai 15 minutes par jour d'Instagram et c'est tout. Et après, je peux pas aller sur Instagram. Et en fait, j'ai décidé de me traiter comme si j'étais un cocaïnomane ou un héroïnomane en fait qui Bah, c'est ça, c'est qui se gratte la les veines. définition de ça, c'est addict, entre guillemets aussi un peu à la dopamine. C'est donc, ça. Et du coup, je pense qu'il faut se traiter à la hauteur de nos addictions. Ouais. Donc, Je pense que tout simplement, il faut faire comme il a dit, tu fais un traquage de tout ce que tu fais durant ta journée. Tu essaies de prendre conscience, ok, ça je fais ça, j'ai cette habitude-là, peut-être j'avais même pas remarqué. Et ensuite, tu te construis ton plan logique pour réussir. C'est-à-dire tout ce qui est logique, pas tout ce que tu as envie de faire, pas tout ce que tu aimerais faire ou que tu penses c'est bien, tout ce qui est logique pour réussir. Et je pense que ça, c'est une énorme différence. C'est que des fois, en fait, dans le business, on prend des choix, non, parce qu'en fait, je préfère ça, non, parce qu'en fait, je me sens mieux avec ça. Puis en fait, putain, il faut juste faire ce qui est logique pour ton business. Si c'est inconfortable, bah, tu le fais. Et je pense qu'il y a une énorme différence entre construire un plan qui est logique pour réussir, c'est que tu sais que tu dois faire 3 diports, bah, tu fais tes 3 diports, tu sais que tu dois te former, bah, tu te formes, et de faire quoi qu'il arrive, puis d'éliminer toutes les distractions. Je pense que ça revient à tout ce qu'on a discuté après, à ce que tu as dit et ce que tu as dit. C'est juste être conscient de tout ce que tu fais durant la journée. Parce que c'est ce que tu fais dans la journée qui va venir produire tes résultats futurs et de te construire les inputs qui vont te faire obtenir des gros outputs futurs. Et de continuer avec ces inputs jusqu'à que ça pète. et toujours le 20 du 80. Mm. Ça aussi, c'est quelque chose que quand tu arrives à maîtriser le 20 du 80, moi, c'est encore quelque chose que j'arrive pas forcément à 100% à faire tout le temps. Mais même quand tu commences à déléguer, le 20 du 80, il devient encore plus important parce que quand tu dois manager des teams, ça te prend du temps, ça devient un autre métier que le métier opérationnel que tu faisais avant. Il y a de l'humain à gérer aussi, comme on parlait avant. Et ouais, je pense que en fait, ce que tu dis qu'il faut faire, c'est reprendre toute sa journée et supprimer ce qui sert pas au business. Et même à l'intérieur du business, le faire, c'est là où tu t'approches le plus possible du 20 du 80. Et dans cette liste Excel, tu mets pas juste les tâches que tu fais, tu mets comment genre si t'as mangé quelque chose et aussi genre comment tu te sens, genre si t'as été productif ou pas. Ouais. Et je pourrais mettre dans la description un exemple de fichier que j'avais utilisé et qui m'a été utile. Et c'est grave puissant. Stylé. Ouais. Je faisais ça aussi pour la loi d'attraction. Je traquais toutes les pensées que j'avais durant la journée. Wow, c'est très difficile, mais Ouais, par jamais contre, fait. Faut que je fasse. ça, c'est game changer. En fait, j'ai remarqué que dès que je commençais la journée, j'avais des compléments alimentaires. Dès qu'ils étaient presque vides, je me disais, putain, j'ai presque plus d'oméga 3, j'ai presque plus de magnésium. Et j'étais sur une mauvaise fréquence, tu vois, sur une fréquence de manque. Et c'est bête à dire, mais quand tu commences la journée avec « Ah, je manque de ça », c'est pas bon. Puis du coup, quand tu identifies ça, puis tu les changes, c'est un truc tout bête, hein, mais tu vas venir changer ton énergie et ça change beaucoup de choses sur le long terme. C'est très puissant. Et si on pourrait revenir au 20 du 80, selon vous, c'est quoi le 20 du 80 en e-com ? Vas-y, commence. C'est les produits et la créa. C'est aussi simple que ça, pour moi. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, d'avoir un produit market fit. Oui, quand je dis produit, Ouais, c'est product market fit, créa. Avec un avantage, une faire avantage. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, qu'on m'a appris récemment, qu'on m'a partagé. C'est que des fois, ça sert à rien de se tracasser à être le meilleur en marketing, à être le meilleur à optimiser tout ce que tu peux, si juste au départ, tu as un unfair advantage. C'est-à-dire que tu as une chose. Ça, je sais pas si je devrais le dire ici parce que ça va donner un gros glitch, une grosse avance à tous ceux qui apprennent. Mais quand tu te concentres sur ça, quand tu te concentres sur comment avoir un avantage déloyal, c'est pas très bien traduit, une fair advantage par rapport aux autres, ben, tu vas avoir un produit, admettons, t'as tous ceux qui se battent pour avoir des produits pour la repousse des cheveux.
tous ceux ils se battent, t'as les repousses des cheveux en 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc. Et toi, t'arrives avec un truc, c'est que ça te fait repousser les cheveux en 5 jours, par exemple. Les autres pourront se battre sur le marketing, sur le prix. Toi, tu vas arriver avec ton produit, c'est que ça repousse en 3 jours. Tu vas juste le montrer, les gens vont juste voir les résultats, et ça va faire le gros du travail. Donc des fois, je pense qu'il faut prendre le temps à bien chercher, à bien travailler sur ton produit pour avoir un unfair advantage au tout départ, plutôt qu'après te battre dans la concurrence, te battre dans le marketing. Ça, je pense, c'est un gros glitch. Enfin, ça, c'est un gros glitch. Ça, je pense, c'est un gros tip, ça. Ouais, c'est puissant, c'est puissant. Et le unfair advantage, il peut être aussi en termes de... comme on a vu ça au mastermind, on a vu, ça peut être en termes de cash flow, ça peut être aussi en termes de quelle relation tu as avec tes fournisseurs, quelle qualité de produit tu arrives à avoir. Enfin, l'unfair advantage, en fait, il peut se manifester partout. C'est juste qu'il faut le trouver. Et c'est vrai que c'est commencer par ça. Il faut vouloir le trouver. Ouais, exact. Ça va rendre toute la suite plus simple. Après, oui, le marketing, pour moi, c'est le plus important. Les créas, c'est le plus important. Si tu sais faire des créatives, tu as un bon produit, tu feras de l'argent, c'est sûr. Donc, je pense que quand tu commences le e-commerce, quand tu es intermédiaire ou que tu as avancé, ça va être d'autres problématiques. Mais la créa, c'est ce qui va te permettre de toujours générer de l'argent. Puis, on le voit avec les grosses marques. Tu regardes des marques comme True Classic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui fait 250 M l'année. C'est niveau créatif, niveau marketing qui sont meilleurs, qui sont au-dessus des autres. Ils vendent des t-shirts, mais avec un bon marketing, tu vends. Donc, ouais, je pense, même au-delà des créas, c'est plutôt le marketing. Moi j'aurais envie de dire, en fait, c'est la créativité en général. Je pense qu'il faut que ton job, tu aies réussi à déléguer toutes les tâches mécaniques et que ton job à toi, c'est d'être créatif. Et vraiment, en fait, que toute la journée, tu sois créatif. Et ça, je voulais dire avant, par rapport aux routines matinales. Moi, en fait, j'ai arrêté un petit peu mes routines matinales dernièrement parce que je me suis rendu compte que quand je me réveille et directement je me mets sur une tâche créative, je suis trop puissant. Genre, c'est comme si mon cerveau, il était dans une espèce de je sais pas, d'état un peu second, juste au réveil. Je me mets sur une tâche de créativité et j'ai des idées genre beaucoup plus puissantes que genre si, je sais pas, je vais gérer plein de petits trucs un peu merdiques au début de la journée pour me les enlever vite de la journée et ensuite de ça, genre, me mettre sur une tâche créative. Et des fois, c'était ça aussi la problématique que j'avais avec les routines matinales, c'était ce truc où, en fait, t'es tellement bloqué dans certains horaires, à certains moments tu dois faire ça, que t'empêches des fois ta créativité d'exploser. Parce qu'en fait, on n'est pas créatif tout le temps. D'ailleurs, même à l'époque, les poètes disaient que c'était des muses, tu vois, qui venaient les voir pour qu'ils soient productifs. Mais en fait, je pense que même dans le business, le marketing, c'est de la pure créativité. Les meilleurs entrepreneurs, c'est les mecs les plus créatifs qu'on connaisse, tu vois. Et il faut laisser en fait cette créativité rentrer en toi à des moments où elle est là, quoi. Et c'est pour ça que je pense que quand tu es marketeur, quand tu es entrepreneur, tu es un peu un artiste au final. C'est comme ça que je le vois en tout cas personnellement. Ça, c'est surtout, je dirais quand même pour le niveau intermédiaire avancé. Parce que quand une personne débute, des fois, être trop créatif, faire un logo violet qui part dans tous les sens, ou faire un site un peu trop différent que ce qu'on voit, ça va justement dévier. Bon, au début, de toute façon, à mon avis, comme on disait avant, quand tu commences un truc, il faut suivre ce qui marche, quoi. Faut pas commencer à réinventer la roue. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu as bien compris les principes de ce qui marche, là, tu peux commencer à amener ton petit grain de sel, ta petite touche, et c'est là que le game devient intéressant, selon moi. En gardant les principes de base, évidemment. Après, pour moi, ce qui freine le plus au niveau du e-com, c'est qu'au départ, on va dire, c'est pas compliqué de chiffrer. C'est-à-dire, tu peux vite avoir des résultats parce que tu copies. Mais quand tu n'as pas une connaissance du marketing, ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire de la psychologie des consommateurs, de comment ça fonctionne, les stages de conscience du prospect, ben en fait, tu vas venir arrêter de scaler parce que tu seras pas conscient de comment vendre. En fait, 100%. Pour résumer, plus on va venir vendre, plus on va venir toucher des acheteurs qui ne voudront pas acheter, plus ça va être difficile de vendre. Donc plus il faudra être bon en marketing, plus il faudra convaincre des acheteurs qui ne sont pas peut-être conscients du produit, qui ne sont pas peut-être conscients même du problème, même de la solution, etc. Donc en fait, en marketing, il y a quelque chose de très simple, enfin pas très simple, mais de très important à connaître. Ça, je peux vous conseiller un livre qui est béton sur ça, c'est Breakthrough Advertising. Je le dis avec un accent de merde. C'est le livre qu'il faut lire si vous voulez réussir en business. Ça vous apprend le marketing. Et en gros, il y a plusieurs... J'en ai parlé au mastermind, il y a plusieurs stages de conscience du prospect, de votre acheteur. Il y a celui qui est aware du produit, c'est le plus aware, c'est-à-dire lui, il veut juste
la meilleure offre. Il connaît votre produit, il connaît exactement ce qu'il veut, il veut juste la meilleure offre. Et là, on est tout en bas de la pyramide, c'est qu'il y a tous les dropshippers qui vendent. C'est-à-dire les dropshippers, ils sont sur le momentum, où c'est que ils vont targeter des acheteurs qui veulent juste acheter le produit. Donc tu vas mettre une créa même moyenne, au bon moment, tu vas vendre. Et surtout aussi, ils sont dans la loi du nombre. C'est-à-dire que souvent, ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Mais comme tu dis, ils le font au bon moment. Et sur 10, il y en a un qui marche. Ils ne savent pas pourquoi exactement ça marche, mais ça marche. Et du coup, ils viennent concurrencer tous les gens de ce stade-là. Exactement. Et ça ne dure pas très longtemps. Parce qu'une fois que tu épices cette audience, comme elle est très petite, bah, tu vas plus savoir quoi faire. Parce qu'en fait, tu n'avais pas le bon message. Tu as juste une créative, une image, une vidéo qui marche parce que les gens voulaient ce produit. Mais après, pour convaincre les autres, eh ben, parce que les gens, ils deviennent aussi de plus en plus exigeants. C'est-à-dire que plus, par exemple, Facebook va montrer nos pubs à certaines audiences, plus, en fait, ils vont aller chercher des gens qui sont de moins en moins motivés ou enclins à acheter notre produit. Donc, on va devoir être de plus en plus fort en marketing. Exactement. Et c'est ce que j'ai adoré dans ta présentation au Mastermind. C'est de dire, en fait, qu'une créa winneuse peut rapporter 700 000 euros ou 1 million de chiffre d'affaires, juste une seule créa, parce qu'elle a été optimisée à un tel point que chaque étape en fait, de cette créa fait que même la personne qui ne serait de base pas du tout enclin à acheter ce produit tombe dans notre parcours hypnotique et finit en fait par acheter le produit. Et ça, en fait, c'est passionnant. Dès que tu commences à comprendre pourquoi tu fais les choses, ça devient presque facile parce qu'en fait, les gens qui se battent avec la loi du nombre, soit ils ont beaucoup de moyens, donc ils peuvent engager beaucoup, du coup ils font beaucoup de nombres, et puis tant mieux pour eux, mais ils continuent à faire la loi du nombre. Soit tu es tout seul dans ta chambre et tu charbonnes 14 heures par jour, et du coup tu as la loi du nombre parce que tu charbonnes. Mais quand tu commences à comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais, en fait, tu peux que battre les gens qui font la loi du nombre, parce que tu as des process clairs et des choses qui sont vraiment basées sur en fait, des vraies méthodes. Sur le marketing. Donc pour moi, c'est intermédiaire en e-commerce, c'est-à-dire si tu fais déjà, on va dire 100 à 300-400K, tu veux faire taper 1 million plus, va falloir déjà être meilleur en marketing. Je pense que c'est le weakness qu'ont les gens, c'est qu'ils sont pas bons en marketing et ils stagnent juste parce que ils ont un product market fit, mais ils n'ont pas le bon message, les bonnes stratégies de créa, d'autres stratégies aussi d'acquisition pour juste passer ce stade-là. Parce que sur le marché français, avec un produit, tu peux faire 500K juste avec Facebook, juste avec Meta, et si tu es sur le marché américain, 1 million plus par mois. Et ça, je l'ai C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Beaucoup de personnes parlent en année, mais 100%. Par 100%. mois. Sur le marché français, tu as un produit, tu peux faire par mois 500K si tu as les bonnes stratégies d'acquisition juste avec Meta. Meta, pour moi, c'est le numéro 1. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Meta ? Pareil, c'était le canal d'acquisition que je crois que j'ai commencé avec. Et là, je fais encore. Donc, ça fait depuis 2018 que je tourne avec Facebook Ads. J'ai eu énormément de blocages, mais c'est vraiment... En fait, c'est là où il y a tout le monde. Meta, c'est quoi ? C'est Facebook, Instagram, WhatsApp. WhatsApp, pas encore beaucoup d'ads, mais leur IA, elle est tellement poussée qu'en fait, simplement en faisant une bonne créative, on va trouver un nombre d'acheteurs et on peut faire 500K par mois juste avec des bonnes créatives. Et Facebook fait le reste du travail. Alors que les autres canaux d'acquisition, on peut aussi faire des 500K par mois, mais ce sera plus complexe. Et ce que je trouve chez Facebook qui est le mieux, c'est vraiment la stabilité des résultats qui sont là. Ouais, moi, franchement, j'ai rien à ajouter. Enfin, pour moi, Meta, Facebook, c'est par là qu'il faut commencer. Et c'est de cette façon-là, en fait, qu'on peut vraiment s'améliorer et performer en marketing et comprendre les différents rouages qui vont faire qu'une vente s'effectue ou pas. Donc, c'est un super allié, en fait. C'est le 20 du 80 pour moi en e-commerce. Tu peux avoir 80% du résultat juste en faisant des créatives sur Meta. Une seule landing page, un seul produit. Tu fais énormément d'argent. Exactement. Et même, je vois pour les marques que j'accompagne, certaines marques, Meta, c'est souvent 80-70% des résultats du chiffre d'affaires total. Ça veut dire Google, souvent, c'est utilisé pour du branding, du retargeting. Quand on met le nom de la marque, on trouve la boutique. TikTok, c'est utilisé lors des... Enfin, TikTok, ça peut être également bien scalé, surtout TikTok Shop qui arrive, mais là, on parle vraiment de cold classique. Et Facebook, c'est vraiment 80% pour moi du travail. On peut avoir un business, devenir multimillionnaire uniquement en utilisant Meta Ads, Facebook. 100%. Et justement, tu parlais des différentes étapes d'awareness.
T'avais commencé par le plus bas, je crois. Ouais, le plus bas, donc c'est quand t'es aware, le plus most aware. Mais on pourra peut-être mettre une pyramide, comme ça va être plus clair. Ouais, on va mettre une pyramide. Et ensuite, c'est-à-dire t'es aware du produit, c'est-à-dire tu sais que tu veux acheter on va dire un masseur de genoux, parce que tu sais que c'est le bon moyen pour te soulager, mais tu sais pas encore quel produit, donc tu vas venir comparer. Et si je peux donner quelques tips, donc au niveau créa, au niveau marketing, ben là, il va falloir te différencier des autres. En gros, pourquoi les gens doivent acheter chez toi? L'offre est importante. Mais on mettra quelque chose à l'écran. Ça, là. J'ai un encadré. Voilà. On mettra à l'écran avec les tips. Comme ça, je vais pas trop parler par rapport à ça. Et ensuite, on a la solution aware. C'est-à-dire, ils sont aware de la solution, des solutions possibles, mais ils savent pas c'est laquelle la meilleure des solutions. C'est-à-dire, ils ont un problème de genou, ils savent que les massages, c'est bien, ils savent que les physios, ça peut être bien, ils savent que les médicaments, ça peut être bien. Et en fait, là, il faut juste leur faire prendre un choix. Donc, c'est déjà plus difficile au niveau marketing, parce que si tu arrives avec ta créa, c'est que tu parles de ton masseur et que tu discrédites pas les autres, bah, niveau marketing, tu auras un gros gap et ça t'empêchera de scaler. Donc ça, il faut le savoir. La plupart des e-commerçants, ils savent pas ça. Mais tu sais, ce que je trouve fou au-delà du fait que les e-commerçants ou les dropshippers ne connaissent pas ça, c'est que j'ai fait 3 ans de marketing à l'université. Pas une seule seconde, on m'a parlé de ça. C'est juste en fait pour dire que en fait, c'est un savoir qui existe, enfin qui est très peu plébiscité, ou ce qui est vraiment certains types de gens connaissent ce savoir-là, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument aller le chercher, aller le lire pour le comprendre. Et ça, je trouve, c'est dingue. Ça, je le partage parce que c'est ce qu'on avait convenu. On partage tout ici sans filtre et ça fera juste évoluer le marché francophone, rattraper un peu par rapport au marché américain parce qu'il y a un énorme gap entre... C'est intéressant. Tu pourrais nous parler, selon toi, ou toi aussi si tu as une vision sur ça, de la différence entre le marché américain et le marché français? Ben, déjà, ils ont ces connaissances-là au niveau marketing. Ils ont une autre mentalité par rapport aux francophones, c'est-à-dire ils ont une équipe. Les francophones, la plupart que je connaisse, des dropshippers, des e-commerçants, ils font tout seuls. Les Américains, eux, c'est une équipe. Ils engagent un CEO. Ils sont déjà trop professionnels d'entrée. Tu vois, ils ont une vraie entreprise. Et surtout, ils se baignent avec des autres Américains qui font des 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions par mois, 20 millions par mois. Et en France, 20 millions par mois, tu vas dire, c'est le plus gros des scammers, tu vois. Donc pour moi, il y a une différence de mindset et d'entourage. C'est-à-dire les Américains, pour eux, faire 1 million par mois, c'est une étape. Pour les Français, t'es le GOAT du marché français. C'est vrai. Et c'est pas bon. C'est pas bon de dire ça. C'est comme si tu vas dans une salle de fitness et les haltères les plus lourds, c'est 30 kilos. Toi, tu vas soulever tes 30 kilos en développé couché, tu vas dire je suis le GOAT et c'est pas bon du tout. À fond. Et les salles américaines, ben, t'as des poids à 100 kilos. Donc c'est ça la différence. Pour moi, la plus grosse différence, c'est ça. Après, ils ont une connaissance au niveau marketing qui est plus élevée. Et surtout, il y a plus de contenu de qualité chez les Américains. Parce que les Américains, ils partagent. Les Français, ils sont un peu réticents. Et c'est pour ça, justement, qu'on a ouvert ce podcast. C'est justement pour partager. Parce que sur le marché français, c'est inexistant. Les bons conseils, les bons tips, le savoir, au niveau d'e-commerce, c'est trop bas. Ça vole trop bas et il faut changer ça. Ah, c'est une super idée, en tout cas. Clairement, après, c'est aussi une histoire de... En fait, en France, il n'y a que 60 millions de personnes environ, ou 70. Et aux US, c'est genre fois 5, fois 6. Ouais. Du coup, tu as plus de clients, tu as plus de personnes qui réfléchissent à des nouvelles stratégies et il y a aussi juste plus d'opportunités. Et ouais, en France, on se contente on fait 100 cas par mois, on est les rois du monde en chiffre d'affaires. Hein. Alors que là-bas, tu fais 100 cas par mois aux US, t'as encore rien accompli. Donc clairement, pour moi, c'est le mindset hein, aussi. Parce que là-bas, tout le monde connaît. Hein. Tu montres tes premiers 10 cadets, ils sont continue encore plus. Et ici, on est des scammers, machin. Donc, mais ils ont même dans tout un peu, ils ont 5-10 ans d'avance dans leur mentalité. Et je pense que ça commence à arriver gentiment en France, mais ce truc de la hustle mentality, c'est-à-dire qu'au final, tu crées ton propre business, tu charbonnes pour ton business, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui va venir gentiment et qui émerge gentiment en France. Et aussi par du contenu, comme on disait avant, beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, je voulais faire du business. Mais quand j'allais sur YouTube, je voyais quoi? C'était de la musique, quoi. Donc je regardais des clips, je regardais des différentes choses. Maintenant, tu vas sur YouTube, tu vas sur TikTok, etc. Si tu veux vraiment trouver de la value et comment faire un business, en fait, tu la trouves tout de suite. Donc en fait, je pense que ça va évoluer, mais on a juste du retard sur eux. Et c'est bien qu'il y ait ce genre de podcast justement pour faire évoluer encore plus. Parce qu'un mec actuellement en France qui fait 100K, 200K, peut-être 300K par mois,
il a besoin en fait d'aller trouver des informations qui vont le faire passer à 1 million. Et peut-être qu'actuellement, il n'y a juste simplement pas ces infos. Ouais, Et 100% et d'accord. vous êtes là pour ça, les gars. Du coup, c'est carré. On est là, on va vous aider, les gars. Scaler. Donc, au niveau des stages du conscience, ensuite, on a le Product Aware. Donc, le Product Aware, là, je reprends juste simplement les notes que j'avais mis pour le Mastermind. Donc, en fait, le prospect, il est sûr du produit qui convient le mieux à ce problème et il cherche juste la meilleure marque. Donc là, comment gagner? On mettra à l'écran les tips. Il faut délivrer un message dans l'ordre, c'est-à-dire il faut discréditer les autres avant le reste. Les gens sauront qu'il y a d'autres solutions, sauront qu'il y a d'autres marques. Donc si vous venez juste parler de votre marque, vous n'allez pas battre la concurrence. Donc là, il faut délivrer un meilleur message, une meilleure UMS. UMS, c'est unique mécanisation de la solution. Donc il faut mieux expliquer que les autres, il faut avoir une solution mieux prouvée que les autres. C'est-à-dire si vous avez un masseur de genoux, il faut expliquer pourquoi le vôtre marche mieux. Ok, le vôtre, il a une lumière rouge, il a 3 systèmes qui fonctionnent en un, et c'est pour ça que ça marche mieux. Et pour aussi créer le meilleur pic émotionnel. Donc c'est ce que j'avais noté par rapport aux autres. Si vous avez des créas qui délivrent un meilleur pic émotionnel que les autres, les gens vont acheter chez vous. Ensuite, on a le stage qui est Solution Aware. Donc, Solution Aware, le prospect, il sait qu'il a un problème, mais il ne sait pas quelle solution est la meilleure pour lui en ce moment. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple du masseur de genoux, du problème de genoux, il y a les masseurs de genoux, il y a les physios, il y a l'ostéo, il y a les médicaments. En fait, il ne sait pas quelle est la meilleure solution pour lui. C'est-à-dire, si vous arrivez avec votre créa qui parle juste de votre masseur de genoux, les gens ils vont dire, ok, ils ne vont pas acheter. Tandis qu'il faut avoir le bon message, c'est-à-dire il faut discréditer les autres solutions, il faut parler des autres solutions pour rendre une évidence que votre masseur de genoux, c'est la meilleure solution. Donc ça, c'est très important et c'est là qu'on commence à avoir un gap sur le niveau du marketing des gens, même au niveau des landing pages, parce qu'il n'y a pas que les créas. Sur votre landing page, vous parlez juste de l'offre, sur quelque chose de très basique, au départ, ça peut marcher, mais après, quand vous allez venir toucher des trafics en fait, qui hésitent en plusieurs solutions, ça va moins convertir. Et le coût par achat déjà augmente, donc si vous n'êtes pas optimisé au niveau marketing, votre business va mourir. Vous avez une marque, votre marque va mourir. Donc là, il faut discréditer les autres solutions, introduire aussi de l'autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui a un problème de genou, il va choisir celle qui va être la plus crédible. C'est-à-dire si votre masseur de genou, il a été créé par un docteur, il est approuvé par les docteurs, et vous expliquez que c'est la meilleure solution parce que ça traite la root cause du problème, et que vous dites que les physios, par exemple, c'est juste un soulagement temporaire, que les médicaments, ça masque les symptômes, là, en fait, vous allez venir créer quelque chose de logique sur votre prospect et l'inciter à acheter. Ensuite, on a Problem Aware. Donc là, le prospect, il sait qu'il a un problème. Il sait qu'il y a un problème qui le dérange, mais il ne sait pas encore les solutions qui existent. C'est-à-dire, il sait même pas encore les solutions. C'est-à-dire, il a un problème de genou, mais il ne sait pas ce qui existe. Donc là, si vous arrivez et vous discréditez les autres solutions directes, par exemple, c'est pas le bon message. Là, ce qu'il faut faire, c'est déjà faire un lien entre son problème et les solutions qui existent. Et votre produit, idéalement. C'est-à-dire, vous lui dites qu'il a un problème de genou, vous appuyez son problème, vous mécanisez son problème, vous dites, par exemple, s'il a mal tous les jours, c'est parce qu'il y a son cartilage les coussins de son cartilage qui sont épuisés, et du coup, son cartilage touche l'os, et c'est ce qui fait qu'il a des douleurs tous les jours. Si vous avez ça, c'est parce que vous donnez un nom, vous mécanisez le problème en marketing. Et si vous lisez le livre que je vous ai mentionné avant, on appelle ça UMP, c'est l'unique mécanisation du problème. Donc en fait, vous allez venir donner une définition logique et compréhensible du problème qu'ils ont. Donc comme j'expliquais avant, vous avez un problème de genou, c'est parce que vous avez une dégénération du cartilage. Ok, pour les gens, ok, c'est ça, j'ai ça. Et si vous avez ça, ça veut dire que tous les jours, c'est douloureux pour vous de marcher, de faire ci, vous donnez tous les symptômes, tout ce que vous rencontre votre prospect. Donc pour ça doit passer par par un travail d'analyse marketing. C'est ça, le plus gros, c'est l'analyse. Et une fois que vous avez une analyse, vous venez juste remettre sous un ordre précis pour délivrer le bon message. Donc vous allez venir délivrer le bon message selon ce que votre prospect vit. Donc c'est pour ça qu'il faut être très précis. C'est pour ça que c'est très difficile au niveau marketing à ce stade. Parce que si vous avez des choses pas cohérentes, ça va pas être pertinent. Donc là, vous faites un lien entre son problème et le produit. Donc vous mécanisez le problème. Ensuite, vous introduisez la solution et vous donnez l'unique mécanisation de la solution. Donc vous avez dit qu'il a une dégénération du cartilage. C'est parce que son cartilage touche ses os.
Et puis ensuite, l'unique mécanisation de la solution, ça peut être votre produit qui utilise la lumière rouge, ça va venir redonner de l'élasticité, du cartilage. C'est ce qui fait que c'est la bonne solution et que les autres solutions vont échouer parce que ça ne traite pas la même manière. Donc en gros, ça c'est le problème aware. Donc il faut déjà être plus chaud au niveau marketing. Puis après, on a une aware. Donc le prospect, il ne sait même pas qu'il a un problème. Il a juste une émotion ou un symptôme négatif par rapport à ça. C'est-à-dire, tous les jours, il a mal au genou, il ne sait même pas qu'il a mal au genou. Donc là, c'est encore plus compliqué. Il faut lui indiquer, le mettre aware sur son problème et ensuite faire passer tous les autres stages. Et c'est là qu'il y a l'argent. Là, il y a énormément d'argent, mais il faut être très bon. Et il faut éduquer, en fait. Là, il faut éduquer, il faut sensibiliser subtilement. Là, il faut être très mainstream. C'est-à-dire il faut être très bon en marketing, avoir le bon message, un message, en fait, assez large. Et puis ensuite, vite, le faire retomber sur votre problème, sur votre produit. Et pour ça, il n'y a pas de miracle. Il faut faire des VSL, c'est-à-dire des longues vidéos de vente. C'est-à-dire il faut pouvoir mettre toutes les étapes qu'on a mentionnées avant dans une vidéo. Sinon, ça va être trop difficile. En une image, ça va être trop difficile, à moins que ça redirige sur un advertorial. Un advertorial, pour ceux qui ne savent pas, c'est un article, c'est un journal, c'est une publicité déguisée en un journal. Ça, c'est très puissant aussi. Très puissant pour ceux qui font de la santé ou du booty ou n'importe quel produit, en fait. Mais il faut être bon en marketing. C'est-à-dire il faut bien connaître votre avatar, il faut connaître ces différentes techniques marketing pour éduquer et vendre à votre prospect. Donc voilà pour les stages de conscience du prospect. Donc ça, peu de personnes en parlent sur le marché français et c'est un game changer. Qu'est-ce que j'aurais voulu écouter ce podcast quand j'ai commencé, genre parce que en fait, d'avoir cette information au début quand tu startes, mais c'est un game changer parce que t'as pas le nombre de fois où j'ai dû me casser la gueule, me relever pour finalement commencer à comprendre tout ce que tu dis. C'est genre des mois et des mois et des mois de travail intense. Donc, prenez des notes et mettez en place, c'est incroyable. Si vous pouvez donner un autre conseil pour gagner du temps à le vous du passé, ça serait quoi? Que ce soit technique plutôt mindset. On a beaucoup parlé mindset, mais c'est plutôt des conseils techniques en e-com. Les spies, tout ce qui est espionnage. Tout ce qui est un unfair advantage, mais dans l'e-com. Donc, avec certains contacts, on peut spy vos concurrents, etc. et voir comment ils font les choses. Et ça, pour moi, c'est mon plus grand hack parce que je connaissais même pas. En fait, je savais pas que ça existe et je pense que beaucoup de personnes ne savent pas. Du coup, c'est un unfair advantage que j'ai. Et surtout, pour toutes les personnes, un conseil, toutes les personnes qui scale et qui ont plusieurs boutiques, un conseil que je peux vous donner, justement, pour éviter que vos systèmes soient aux yeux des personnes qui spy, c'est d'avoir plusieurs business managers. Vraiment. Si vous avez plusieurs boutiques, ayez plusieurs business managers. Pas toutes vos boutiques avec un business manager. Bon, moi, perso, un advice que je me dirais au mois du passé, c'est, je me dirais, fais un peu plus d'efforts sur le networking. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point le fait de s'entourer de gens qui sont dans la même envie de réussir et qui ont chacun leur expérience par rapport au business, lorsqu'on a un problème, ça peut en fait nous éviter énormément de galères et de pertes de temps. Et même aussi le fait d'aider, ça fait que ça crée une espèce de symbiose qui fait que même si ces gens-là, ce n'est pas forcément des associés, c'est des gens en fait qui vont vouloir que tu évolues en même temps qu'eux et ça va t'amener à un autre niveau. Et moi, je reprends des étapes de mon parcours où j'ai pu être des fois à 100 day, où on était vraiment très structuré en petite équipe et on n'échangeait pas beaucoup avec le monde. Et en fait, dès qu'il nous est arrivé un problème, on était au pic, à 100 day. On faisait du 100 day, c'était pendant le Black Friday 2021, sauf erreur. Et on a eu un hack Facebook qui a fait que, en fait, on avait donné à un employé un accès admin et on avait dû acheter un compte Facebook parce qu'on avait épuisé tous les comptes Facebook autour de nous. Et en fait, cet employé a oublié de changer le mot de passe. Et comme on lui a donné un compte admin à tous les business managers, la personne en fait qui est rentrée sur son compte, il a eu accès à tous nos business managers et c'est des business managers qui avaient spend genre je pense 3-4 millions. Donc ça veut dire que c'était des business managers qui étaient super solides
Et à ce moment-là, en fait, je me rappelle, c'était vendredi, Vendredi je 13. crois que c'était le vendredi 11 novembre. C'était un truc comme ça, mais c'était genre, pour moi, ça a été genre, on a appelé ça le jeudi noir. Mais genre, c'était vraiment atroce. T'as dit un tu vois. vendredi. C'était un vendredi Ah. peut-être, je sais plus. Mais c'était vendredi noir, je me réveille, je veux aller voir les pubs et je vois que sur tous mes business managers, je n'ai plus accès. Et on avait vraiment des setups où on sécurisait les trucs, t'avais des admins, t'avais des comptes employés, t'avais vraiment tout qui était sécurisé pour que si on se fait bloquer un truc, bah il y a un autre truc qui continue à tourner, etc. Et en fait, c'était juste un truc tout con, c'est juste un oubli de changement de mot de passe. Et en fait, la problématique, c'est que à ce moment-là, c'est des mecs, c'est des tailles qui ont essayé de lancer des pubs de casino, ils ont spend C'est vietnamien. Ouais, vietnamiens, ils ont spend Non, on s'est fait beaucoup hacker par des Vietnamiens. peut-être ils ont spend Pareil. 4K, ils ont spend 5K, ça a bloqué. Et du coup, par rapport au networking, dans cette situation-là, si j'avais mieux networké, si ça Ouais. se trouve, il y a quelqu'un qui m'aurait parlé des agences Facebook à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui m'aurait dit, il y a des agences, parce qu'en fait, quand tu as un grand bateau Ouais. et que tu dépenses peut-être, je sais pas, 30K, 40K day en pub, en fait, tu as le chiffre d'affaires qui va avec, donc tu as le bénéfice qui va avec, donc tu as la possibilité de payer des équipes, de payer tout le bateau en fait, que tu as construit. Mais quand tu as en fait cet asset qui est, entre guillemets, un unfair advantage d'avoir des BM solides, etc., qui s'explosent, eh ben en fait, tu recommences avec un nouveau BM, tu peux spend 100 balles par jour. Tu fais comment quand tu as 50K de charges par mois parce que tu as des employés, tu as Mhm. des trucs, tu as des machins. C'est impossible, tu vois. Donc, en fait, avec un bon networking, tu peux débloquer énormément de situations. Et je pense que c'est ça que je me dirais, c'est essaye vraiment de networker avec des gens bien, qui te ressemblent, etc. Mais reste dans un truc de symbiose où tu fais avancer les gens en même temps que toi et vice-versa. Donc, voilà. C'est intéressant parce que tu parles de ton problème et tu vas pas dire que t'aurais aimé savoir qu'il fallait sécuriser ton compte. T'as dit, justement, t'aurais aimé t'entourer de mieux t'entourer pour justement savoir ça. Donc c'est intéressant de juste Ouais. voir Non, mais ton parce qu'en mindset fait- par rapport aux choses. Tu prends de la hauteur, juste tu penses pas à la chose qui t'a causé le problème. Bah, C'est parce qu'à intéressant. ce moment-là, il y avait déjà les comptes d'agence qui existaient, mais on savait même pas Ouais. forcément C'est encore. ça. C'était pas Parce que encore. toi aussi, parce que très toi aussi, répandu. tu as vécu des blocages Ouais. atroces. Et en fait, Ouais. si tu avais su à cette époque-là qu'il y avait des contingences, tu aurais été Mhm. refait, Ouais. quoi. Surtout des autres solutions que Stripe. Aussi, pour, ça. pour ma part, ouais. Mais quand tu dis en termes de networking, c'est. Alors, on a deux choses. On a l'étape où, en fait, tu es vraiment au début et tu peux pas forcément encore aider d'autres personnes. Donc, quand tu les approches, tu peux pas leur apporter quelque chose. Du coup, ces personnes-là veulent pas forcément encore être dans ton réseau. Ça, c'est Alex Hormozy parlait de ça. Mais sinon, quand tu commences à avoir un peu des résultats, comme tu dis, au stade où vous y étiez, surtout sans cadet, etc., en fait, tu peux tellement apporter un réseau qui a des résultats qui sont similaires aux tiens que, en fait, ils vont t'aider avec les solutions qu'ils ont et toi, ce que tu as. Et du coup, ça va faire presque comme une association, mais c'est pas une association et ça aide énormément. Mais il faut approcher les personnes en ayant quelque chose qui peuvent également les aider. On ne vient pas juste dire waouh, Ouais. bravo pour tes résultats. Ouais. Mais attends, comment Ouais. tu viens apporter quelque Ouais, chose, ouais. tu vois. C'est-à-dire que toi, un de tes tips networking, ça serait, par exemple, pour vouloir approcher quelqu'un, c'est te demander, OK, qu'est-ce que je peux lui apporter? Toujours, je me demande comment est-ce que je pourrais l'aider, mais même pas forcément toujours en mode lui, il va m'aider. Ouais, clairement. Juste comment est-ce que je peux aider cette personne-là qui a un niveau très intéressant. Et je pense, genre 90% des cas, je pense pas genre en mode qu'est-ce que moi je vais avoir, etc. Il faut 100%, vraiment ouais. s'oublier des fois. Il faut Clairement. juste aider. Des fois, quand t'aides quelqu'un, en fait, ça vient d'un autre côté. En fait. Exactement. Tu reçois de l'aide tout d'un coup comme ça qui était Je inespéré. Je pense que le networking, la plupart des personnes le font mal juste parce qu'elles oublient le côté humain. En fait, c'est en dehors du business, il faut pas penser au business, c'est-à-dire faut penser à la personne. Tu rencontres une personne, oui, c'est un entrepreneur, mais plutôt rencontre la personne. Si tu peux l'aider, aide-la sans filtre et ça va t'apporter. Plutôt que de penser derrière à des OK, qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter derrière. Et moi, en tout cas, personnellement, moi, c'est ce qui m'a plus aidé, c'est que j'ai toujours pensé OK, je mets l'humain en premier lieu. Si je dois offrir, si je dois moi perdre un petit peu parce que je donne, c'est la meilleure chose à faire. Et depuis, c'est le meilleur conseil que je pourrais me donner. C'est peut-être au départ, je pensais trop sur les retours que ça peut avoir. Et le conseil que je pourrais me donner, ça serait donne tout à n'importe qui, parce que ça va te faire évoluer beaucoup plus vite. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus. Enfin, c'est ça entre nous qui a créé des bonnes relations, c'est parce qu'on s'est tout donné très vite. Et en fait, c'est favorable pour les deux. C'est-à-dire, tu me donnes, je te donne, ça fait plus 3.
C'est Ou clair. tu essayes de grappiller, j'essaie de grappiller, ben on va pas construire une amitié et on va pas s'évoluer. Donc je pense que ça, c'est un truc qui est moins courant. C'est vraiment donner tout ce que tu peux, sans filtre, sois honnête avec les gens. Si tu es religieux, ben, je pense dans toutes les religions, elles en parlent. Il suffit juste de suivre les codes de la religion pour reconstruire des relations saines et d'apporter quelque chose au monde. Et ouais, c'est ça le conseil, c'est vraiment de donner comme tu peux et de mettre la personne en tant qu'humain plutôt que de voir juste son argent, sa notoriété, etc. Ça a construit en fait des fondations malsaines. 100%. Puis aussi, je pense que, tu vois, moi, ce qui m'avait vraiment intrigué, mais en fait, les deux, quand je les ai rencontrés, c'est vraiment ce truc où, en fait, le plus que vous pouvez donner, vous allez donner. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, par exemple, avec Mathéo dans l'avion, on parlait de e-com, etc. On parlait, par exemple, d'une notion qu'il maîtrise mieux que moi. Et tout d'un coup, il me dit, regarde, ça, c'est ma créa. Regarde comment je la construis, ma créa. Et il va me montrer son produit, il va me montrer son site, il va me montrer sa créa. Et en fait, le fait que lui, il me fasse cette confiance-là, moi, ça me donne envie de lui faire la même confiance. Et vice-versa, en fait. Et à tous les niveaux, c'est comme ça. Alors après, il faut faire attention avec qui tu le fais, etc. Parce que des fois, tout le monde n'est pas bienveillant, Exactement. etc. Mais je pense que tu sens assez vite si les gens sont honnêtes et sincères avec toi ou s'ils sont juste là pour grappiller, quoi. Si j'avais su que tu allais monter le même site. Et voilà. T'as fermé boutique maintenant. Hein. Ultra important. Je pense que c'est ultra important. Mais je pense que ça devrait être une règle dans la vie. Ouais, 100%. C'est pas que dans le business. C'est tu apportes tant que tu peux, tu évolues. C'est-à-dire t'apprends et tout ce que tu apprends, tu repartages. Et du coup, si t'apprends aux gens de faire ça, les gens vont apprendre, ils vont repartager, ils vont apprendre aux gens qui partagent d'apprendre et repartager. Et du coup, le monde pourra être meilleur. C'est utopique, mais si ça évolue dans ce sens-là, le monde évolue mieux. Ouais, parce que la connaissance et le savoir, tu le partages comme ça. Alors que. Enfin, genre, c'est gratuit, tu vois, pour nous, de le partager. Bon, on est à la fin du podcast. Comme à chaque podcast, on promet de donner un mini-process à appliquer maintenant, un truc qui marche, qu'on fait. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Moi, petit tips pour la fin. J'aimerais simplement vous partager quelques produits qui ont cartonné pour moi et comment je les ai fait cartonner. Alors, en premier lieu, j'ai récemment scalé un jouet Montessori, un petit camion où c'est qu'il y a un ballon dessus. Et que en fait l'enfant peut souffler le ballon et au plus il souffle, au plus il roule. ce produit il y a 4 ans en arrière. Ouais. C'est un fail. Ah bah moi j'avais scalé ça. Et pourquoi ça a bien fonctionné? Bah là en ce moment on est en Q4 et la niche Montessori, vous allez pouvoir voir sur Google, c'est une niche qui explose chaque Q4 parce qu'en fait ça rejoint la niche cadeau et ça rejoint la niche éducation des enfants. C'est un mix en fait des deux. Et cette niche, elle explose tous les Q4. J'ai pas mal de personnes aussi que je connais qui ont chiffré avec ça, avec Google, avec TikTok, avec Facebook Ads. Franchement, très très bon produit. Un autre produit que j'ai scalé, notamment en Q4, c'est un Tupperware chauffant. Et ça, c'est une dinguerie parce que c'était un de mes premiers produits qui m'a passé la barre des 100K par mois à l'époque. Et j'avais targeté Full Broad à l'époque. Et en fait, j'avais vu après dans les spends, dans les metrics, dans les répartitions, que la plupart de mon spend était déjà chez toutes les personnes qui sont camionneurs. Et surtout, à l'époque, je pense que c'est encore d'actualité, le spend a été fait dans les jeux mobiles sur Facebook Ads, où c'est qu'il y a des personnes qui jouent à des jeux et ils doivent voir des publicités pour avoir des récompenses. Et ces personnes-là qui regardaient ces ads, mon ads était partout en France, chez tous les camionneurs et la femme des camionneurs aussi. Et ce produit-là a performé là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, les camionneurs, ils prennent leur pause, ils regardent le jeu vidéo, ils sont en train de manger quelque chose. Et en fait, ils voient cette publicité et ils sont là, mais attends, c'est exactement ce que j'ai besoin maintenant. Et du coup, ça cartonnait à ce moment-là. Après, je me suis fait DMCA avec ce produit parce que j'ai pris un nom de produit qui ressemblait à Tupperware un peu trop et voilà. Ensuite un autre produit sinon que j'ai scalé en Q4, ça peut vous donner pas mal de value, c'était un jeu semi Montessori parce que c'était un jeu semi éducatif comme un jeu de pion, un rectangle de bois avec 2 élastiques et des pions. Dans tous les cas, tous les produits, on mettra une image, etc. Même une vidéo ads pour l'appui. Et j'ai fait du 20KD avec ça en Espagne. 20K, 30KD pendant le Q4 d'il y a 2 ans.
Et ce produit a fonctionné parce que c'est un cadeau. Et en Q4, il faut balancer, si vous êtes en une boutique généraliste ou mass testing, il faut vraiment balancer, vous pensez vraiment cadeau, ça fonctionne à merveille. Tu penses qu'on pourra mettre le produit Bien sûr. plus les ads pour Bien ceux sûr. qui veulent lancer Bien sûr. maintenant je Ouais, pense que ça on peut mettra être des exemples, incroyable, dans tous les cas, on met des exemples. Et voilà. Après, j'ai d'autres produits que j'ai scalés, comme par exemple le sablier. On a fait des journées à 60, 50 KD avec mon ancien associé Nicolas Fritz. On a fait plusieurs millions avec ce produit. Pourquoi ça avait bien fonctionné? C'est parce qu'on était un des premiers à l'avoir trouvé via AdSpy à l'époque. Et on a fait quelque chose qui est très intéressant avec ce produit. Déjà, notre ads, elle était magnifique. Était vraiment magnifique. Et on a fait une anniversary offer. Et cet angle marketing, il est très intéressant parce qu'en fait, il vient un peu boucher les vides que vous pouvez avoir dans l'année parce qu'on n'est pas toujours en Q4, on n'est pas toujours OK, c'est le Black Friday. Et on peut utiliser l'offre d'anniversaire en plein mois d'avril. Et ça, c'est un petit hack dans vos créas. Par exemple, pour le mois d'avril, faites une anniversary offert aussi avec le leads qu'on peut générer avec des campagnes de leads. Ça peut très bien marcher. Je vous mettrai des exemples du produit. Après, il a été refait par Temu, par même mon ancien media buyer qui nous avait copié. On a eu pas mal de personnes qui nous avaient copié. On avait plus de 700K bloqués sur Stripe. Et et ça nous a empêché de faire genre 10 millions avec ce produit. On a fait plusieurs millions, on n'a pas fait 10 millions avec ce produit. Mais on aurait pu. Parce qu'encore aujourd'hui, il tourne. Temu, il le relance dans toutes les sauces. Il y a des variations. Voilà, Donc, des variations. je le dis, mais il y a des variations du produit. Et c'est ça qu'il faut faire. Exactement, et ça c'est valable pour tous les produits. Le correcteur de posture, il tourne encore maintenant. Plein d'autres produits, tes produits où c'est que tu as fait plusieurs dizaines de millions, tournent toujours aujourd'hui. Donc les produits, ils ne meurent pas, c'est juste la façon dont on les market. Donc, Justement, pour rebondir là-dessus, vraiment un tip que j'aurais, c'est en fait, chaque fois que vous avez un produit, comme a dit Nico, en fait, cherchez constamment des nouveaux angles. C'est-à-dire que vous avez un produit qui win, ok, chaque semaine, même si vous êtes en train de faire 10 KD et que vous faites 30% de marge, demandez-vous, ok, quel angle je peux aller chercher? Parce que des fois, il y a encore un angle plus gros qui va toucher des gens qui vont dépenser encore plus et vous allez encore plus scaler. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a des angles par la saisonnalité. Là, un petit tip que je peux vous donner, c'est un angle qui marche très bien. Donc, comme je l'ai dit, c'est cadeau pour hommes, femmes et tout. Mais il y a aussi énormément de grands-parents qui veulent acheter des cadeaux. Et les grands-parents sont sur Meta. Et il y a une audience énorme qui se débloque pendant le Q4. Donc ça, personne ne va vous le dire. C'est les grands-parents. Donc dire, ça pourrait être une merveilleuse idée pour un petit-fils, pour ma fille, etc. J'ai offert ça à ma fille, elle a pleuré. Ça va venir cartonner. Et peu importe les produits. C'est-à-dire des bijoux, ça cartonne. Et les autres produits, s'ils sont giftable, pareil. exactement. Voilà. Là, j'en suis... Exactement. L'année passée, j'ai scalé une marque qui vendait des livres, etc. Et une des top ads pendant le Black Friday Q4, surtout le mois de décembre, c'était... on a fait exactement ça, exactement ce que tu viens de dire, et ça fonctionnait à merveille. Et aussi des porte-clés qu'on a vendus. Et on mettra l'image du produit à l'écran. On avait fait des 20K à 30KD avec ça. Et en gros, sur le porte-clés, c'était marqué... je t'aime beaucoup, fais attention à toi, etc. Et vu que c'est un porte-clés, la personne l'a un peu partout. Et on avait à chaque fois changé grand-père, grand-mère, etc. Et puis on avait mis une voix off de la grand-mère, etc. Et ça cartonnait. Donc ce qu'il dit fonctionne à 100%. Clairement. Merci pour le partage. Merci. Bon, voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Donc la plupart des podcasts ont un petit rituel de fin. Nous, on va venir changer ça. On va venir terminer assez brut. Donc pas besoin de vous abonner. Si ça vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. C'était Mathéo, Nico et Gabor. Merci Mathéo. Merci Gabor. À bientôt les gars.